Les mains d'Ethan Cole tremblaient tandis qu'il fixait les 20 000 dollars que Nathaniel Crowe avait posés sur la table. Assez pour sauver son ranch moribond, payer toutes ses dettes, reconstruire tout ce que son père avait mis 30 ans à créer. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de tourner les talons et de laisser Crowe prendre Clara, la femme qu'il avait engagée comme cuisinière 6 semaines plus tôt, la femme qui avait transformé son ranch, son équipe, sa vie entière. La femme qui se tenait actuellement dans la cuisine de son ranch, attendant de voir s'il allait la vendre. 20 000 dollars ou une cuisinière têtue qui lui avait redonné foi en l'humanité. Son père lui avait appris à faire confiance à la terre, jamais aux gens. Mais à cet instant, Ethan réalisa que son père s'était trompé sur tout ce qui comptait. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, moi c'est ça, c'est bon. Veuillez vous abonner à notre chaîne et rester avec nous jusqu'à la toute fin. Dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez pour que nous puissions voir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, revenons au choix impossible d'Ethan. Le matin où Clara Bennett est descendue du chariot de ravitaillement devant le ranch de Silver Ridge, Ethan ferait un cheval qui n'en avait pas besoin. N'importe quoi pour éviter la réalité qu'il avait cédée et fait venir une cuisinière de la ville. Monsieur Cole. Il n'a pas levé les yeux. Barnes est par là. La cuisine, c'est le bâtiment en rondin avec la cheminée. N'en attendez pas grand-chose. Je n'avais pas l'intention de le faire. Quelque chose dans sa voix le fit jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle n'était pas ce à quoi il s'attendait. La plupart des femmes qui prenaient des postes de cuisinière dans des ranchs en faillite étaient soit des veuves désespérées, soit des jeunes filles fuyant quelque chose. Clara ne ressemblait à aucune des deux. Elle se tenait là, dans une simple robe de voyage grise, une valise en cuir usé à la main, le regardant avec des yeux qui avaient vu des choses mais refusaient de s'en excuser. « Je dois savoir si vous savez vraiment cuisiner, » dit Ethan, laissant tomber le sabot du cheval et se redressant. La dernière femme qui a répondu à mon annonce ne pouvait pas faire bouillir de l'eau sans la brûler. « Je sais cuisiner, c'est ce qu'elle a dit aussi. » Clara posa sa valise. « Monsieur Cole, j'ai voyagé 2 jours dans un chariot qui sentait des pommes de terre pourries pour arriver ici. Je suis fatigué. J'ai faim. Et je suis presque certaine que vous êtes tout aussi désespéré que moi, sinon vous n'auriez pas engagé quelqu'un sans l'avoir jamais vu. Alors, pourquoi ne pas sauter la partie où vous testez ma patience et je sauterai la partie où je fais demi-tour et je pars? Montrez-moi la cuisine. » Ethan cligna des yeux. Personne ne lui parlait comme ça. Plus maintenant. Pas depuis la mort de son père, et le poids de ce ranch mourant l'avait transformé en quelque chose de dur et de méchant. « Cuisine est un bien grand mot pour ce que vous allez voir, » dit-il finalement. Elle ramassa sa valise. « J'ai vu pire. » Elle n'avait pas vu pire. La cuisine du ranch était un désastre. De la nourriture séchée incrustée sur toutes les surfaces. Le poêle semblait ne pas avoir été nettoyé correctement depuis des mois. Une famille de souris avait élu domicile dans le baril de farine. L'endroit sentait la vieille graisse et l'échec. Clara traversa lentement la pièce, son visage impénétrable. Le dernier cuisinier était en fait l'un des employés du ranch qui a tiré la courte paille, admit Ethan. Nous en avons eu 4 en 6 mois. Je vois pourquoi. Elle posa sa valise et retroussa ses manches. Avez-vous des produits de nettoyage qui ne sont pas couverts de poussière? Probablement pas. Alors je vais devoir faire une liste. Je dois aussi savoir pour combien d'hommes je cuisine en ce moment. Juste moi. L'aveu le brûlait, mais j'espère avoir une équipe de 8 personnes avant la transhumance du printemps. Clara se tourna pour le regarder directement. Vous espérez avoir une équipe ou vous prévoyez d'avoir une équipe? Quelle est la différence? L'espoir, c'est ce qu'on fait quand on a abandonné. La planification, c'est ce qu'on fait quand on croit encore qu'on peut gagner. Ethan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. C'était peut-être de la colère, c'était peut-être de l'espoir. Il ne pouvait plus faire la différence. « J'aurai une équipe, » dit-il doucement, d'une manière ou d'une autre. « Bien. » Clara ouvrit une armoire et une cascade de biscuits de mer rassis en tomba. « Parce que je ne suis pas venu jusqu'ici pour cuisiner pour un seul rancher têtu. Je suis venu pour nourrir des cowboys. » Ce soir-là, Ethan mangea le premier vrai repas qu'il avait eu depuis des mois. Il était assis seul à la longue table de la cuisine. La table qui accueillait autrefois 20 hommes, mais qui résonnait maintenant de vide.
et il essayait de comprendre comment Clara avait transformé des provisions rances et une cuisine immonde en un ragoût de bœuf qui avait le goût de quelque chose pour lequel il valait la peine de vivre. Elle travaillait tranquillement dans le coin cuisine, nettoyant au fur et à mesure, sans jamais lui demander si la nourriture était acceptable, comme si elle le savait déjà. Vous n'avez pas appris à cuisiner comme ça dans un ranch, dit Ethan. Finalement, Clara ne se retourna pas. Non. Ou alors, est-ce que ça a de l'importance? J'aime savoir qui j'emploie. Vous employez une cuisinière, Monsieur Cole. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ethan posa sa cuillère. J'ai eu 3 hommes qui sont partis la semaine dernière parce que je ne pouvais pas les nourrir correctement. Avant ça, j'en ai perdu 2, au profit d'un ranch au nord qui payait moins mais les traitait mieux. Mon père a bâti cet endroit à partir de rien, et je le regarde mourir parce que je n'arrive pas à comprendre comment donner aux gens l'envie de rester. Alors oui, ça a de l'importance, parce que si vous devez disparaître comme tout le monde, je préfère le savoir maintenant. Clara resta silencieuse un long moment. Quand elle se retourna enfin, son expression était plus douce, mais non moins réservée. Je travaillais dans un hôtel à Chicago, dit-elle prudemment. La cuisine servait 300 personnes par soir. J'ai appris à cuisiner sous pression. Pourquoi êtes-vous parti? Pour la même raison que vous êtes encore ici. Parfois, rester est plus difficile que de partir, et parfois, partir est le seul moyen de survivre. Elle se retourna vers son travail avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle voulait dire. Ethan termina son repas en silence, mais son esprit ne cessait de ressasser ses paroles. Il y avait une histoire là-dessous, une grosse histoire, et chaque instinct que son père lui avait inculqué hurlait de ne pas faire confiance à quelqu'un qui avait des secrets. Mais le ranch de son père était en train de mourir. Et cette femme avec des secrets venait de préparer le premier repas depuis des mois qui n'avait pas le goût de l'abandon. Le lendemain matin, Ethan trouva Clara dans le potager derrière la cuisine, à genoux dans la terre, mesurant des rangées avec un bout de ficelle. « Qu'est-ce que vous faites? »« Je prévois un potager. Vous me payez pour cuisiner. »« Je peux mieux cuisiner avec des ingrédients frais. Nous sommes en mars. Rien ne poussera avant des semaines. C'est pourquoi je planifie maintenant au lieu d'espérer plus tard. » Elle leva les yeux vers lui avec le plus léger soupçon de sourire. « J'ai appris ça de quelqu'un récemment. » Malgré lui, Ethan sentit le coin de sa bouche se contracter. « Vous avez besoin de fournitures? Parlez-moi d'abord. On ne roule pas vraiment sur l'or. J'ai remarqué que vos comptes de fournitures sont un désordre. Comment le sauriez-vous? » Clara se redressa sur ses talons. « Parce que je cherchais des produits de base pour la cuisine et j'ai trouvé des reçus montrant que vous payez le double de ce que vous devriez pour la moitié de ce dont vous avez besoin. La personne qui s'occupe de vos comptes est soit incompétente, soit elle vous vole. » La mâchoire d'Ethan se serra. « Ce serait moi. C'est moi qui m'occupe des comptes. » Oh, Clara eut la grâce de paraître embarrassée. « Alors vous êtes juste incompétent, pas un voleur. C'est en fait mieux. L'incompétence peut être corrigée. Je n'ai pas besoin d'être corrigé. Monsieur Cole, vous m'avez engagé pour régler votre problème de nourriture. Je vous dis que le problème de nourriture est lié à votre problème d'argent. Vous ne pouvez pas vous permettre de bonnes fournitures parce que vous vous faites arnaquer par vos fournisseurs. Laissez-moi m'en occuper. Vous êtes une cuisinière, pas une directrice commerciale. » Clara se leva, époussetant la terre de sa jupe. « À Chicago, je gérais les commandes de fournitures de cuisine pour un restaurant de 300 places. Je négociais avec des vendeurs qui étaient en affaires depuis plus longtemps que nous ne sommes en vie. Je sais reconnaître une mauvaise affaire. » Elle fit une pause. « Mais si vous préférez continuer à surpayer pour des pommes de terre pourries, c'est votre choix. » Ethan voulait argumenter, voulait lui dire de rester à sa place, mais la vérité était que sa fierté lui avait déjà coûté son équipe et elle était sur le point de lui coûter le ranch. « Très bien, dit-il sèchement. Vous pouvez regarder les comptes, mais ne changez rien sans me demander d'abord. »« Bien sûr que non, c'est votre ranch. » Elle le dit sans sarcasme, mais cela sonnait quand même comme un défi. 3 jours plus tard, Ethan se rendit en ville avec une liste que Clara avait écrite d'une écriture nette et précise. Elle avait réorganisé tout son système d'approvisionnement, identifié les fournisseurs qui le trompaient et trouvé des alternatives qui lui feraient économiser près de 30% sur les produits de base. « Comment avez-vous fait ça? » lui avait-il demandé ce matin-là, en regardant les chiffres. « J'ai simplement été attentive, » avait répondu Clara. « La plupart des gens ne le sont pas. »
Maintenant, debout dans le magasin général avec sa liste, Ethan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, comme s'il n'était peut-être plus seul à faire ça. Ethan Cole. La voix venait de derrière lui. J'ai entendu dire que tu embauchais à nouveau. Ethan se retourna pour trouver Jack Morrison, un cowboy avec qui il avait travaillé des années auparavant, avant que Jack ne parte pour un plus grand domaine au nord. Peut-être bien, dit Ethan prudemment. Pourquoi? Parce que le bruit court que quelque chose a changé à Silver Ridge. Pete Jensen était en ville la semaine dernière. Il a dit qu'il s'était arrêté pour de l'eau et que ta nouvelle cuisinière lui a donné le meilleur repas qu'il ait eu depuis des mois. Il a dit que tout l'endroit semblait différent. La poitrine d'Ethan se serra. Pete était un vagabond, quelqu'un qu'il connaissait à peine, et pourtant Clara l'avait nourri quand même. Elle est douée dans ce qu'elle fait, admet Ethan. Assez douée pour recruter une équipe complète avant la transhumance du printemps. C'est le plan. Jack sourit. Alors, j'en suis. Je n'ai pas mangé de nourriture décente depuis 2 ans. Quand est-ce que je commence? À la fin de la semaine, Ethan avait engagé 4 hommes. Pas pour un meilleur salaire, pas pour un travail plus facile, mais parce que la nouvelle s'était répandue que le ranch de Silver Ridge avait une cuisinière qui savait vraiment cuisiner et une cuisine qui ressemblait à un foyer. Clara ne s'en est jamais attribué le mérite. Elle a juste continué à cuisiner. Mais Ethan remarquait tout. Il remarqua comment elle apprenait le nom de chaque cowboy en moins d'une journée. Comment elle s'informait de leur famille, de leurs maux et douleurs, de leurs histoires. Comment elle gardait le café chaud toute la nuit pour les hommes en rotation de garde. Comment elle avait commencé à apprendre à lire à Tommy, le garçon d'écurie de 15 ans, en utilisant de vieux journaux et une patience infinie. Comment l'atmosphère entière du ranch était passée d'une endurance silencieuse à quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Et il remarqua comment elle ne parlait jamais d'elle-même, ne mentionnait jamais Chicago sauf en passant, n'expliquait jamais pourquoi une femme avec ses compétences travaillait dans un ranch en faillite au milieu du Montana. Un soir, il la trouva dans la cuisine après le souper, en train de vérifier les comptes de fourniture à la lueur de la lampe. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit Ethan. « Vous en avez fait assez. » Clara ne leva pas les yeux. « J'ai presque fini. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il tira une chaise et s'assit en face d'elle. « Vous êtes ici depuis 2 semaines et vous avez tout changé. L'équipe se reforme. Le ranch semble à nouveau vivant. J'essaie juste de comprendre pourquoi vous vous en souciez autant. » Elle posa son crayon et le regarda enfin dans les yeux. « Vous m'avez demandé une fois pourquoi j'avais quitté Chicago. Je suis partie parce que je suis restée silencieuse quand j'aurais dû parler et des gens ont été blessés à cause de ça. Je ne referai pas cette erreur. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de cuisiner pour des cowboys? » Rien. Tout. La voix de Clara était douce mais ferme. Parfois, on ne peut pas réparer le passé, mais on peut choisir quel genre de personne on va être dans le présent. J'ai choisi d'être quelqu'un qui se présente et fait le travail, peu importe à quel point il semble petit. Ethan sentit quelque chose se fissurer en lui, quelque chose qui était scellé depuis la mort de son père. Mon père disait « Fais confiance à la terre, ne fais jamais confiance aux gens », dit-il doucement. Il s'est fait avoir trop de fois par des partenaires qui l'ont volé, des ouvriers qui sont partis quand les choses sont devenues difficiles, des amis qui ont disparu quand il avait besoin d'aide. Au moment de sa mort, il ne faisait confiance à personne d'autre qu'à moi. Et vous l'avez cru. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Tout le monde est parti. Tout le monde m'a déçu jusqu'à... Il s'arrêta. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que vous arriviez et que vous lui donniez tort. Clara détourna le regard, mais pas avant qu'il ne voie quelque chose vaciller sur son visage. De la peur, peut-être, ou du regret. Monsieur Cole, vous devriez faire attention à ne pas me faire trop confiance. Pourquoi? Parce que je ne resterai pas pour toujours. Personne ne le fait. Vous pourriez. Les mots sortirent d'avant qu'Ethan ne puisse les arrêter. La tête de Clara se releva d'un coup, ses yeux grands ouverts. Je veux dire, Ethan chercha à se rattraper. Le ranch se développe à nouveau. J'aurai besoin de personnel permanent. Vous êtes doué pour ça. Vous pourriez rester si vous le vouliez. Clara se leva brusquement, rassemblant ses papiers. Je devrais finir ses comptes. Bonne nuit, Monsieur Cole. Elle était partie avant qu'il ne puisse dire autre chose. Ethan resta assis seul dans la cuisine vide, se maudissant d'avoir parlé trop tôt, d'en avoir trop révélé. Mais la vérité était maintenant dans l'air, suspendue comme de la fumée.
Il n'avait pas seulement besoin de Clara pour faire tourner le ranch. Il avait besoin d'elle ici pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la cuisine. Le lendemain matin, Clara était de retour aux affaires comme si de rien n'était, agissant comme si leur conversation n'avait jamais eu lieu. Ethan imita son professionnalisme, mais la tension entre eux s'était transformée en quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer. L'équipe le remarqua. Le patron est complètement sous le charme de la cuisinière, entendit Ethan, un des cowboys, murmurer à un autre. Tu peux le blâmer? C'est la seule personne que j'ai jamais vue capable de se montrer plus têtue qu'Ethan Cole. Je parie qu'elle va l'envoyer promener. Je parie qu'il ne demandera jamais. Ethan voulait leur dire qu'ils avaient tous tort, mais il n'en était pas si sûr. 2 semaines plus tard, un cavalier arriva au ranch avec un télégramme. Ethan réparait une clôture quand Jack arriva au galop, l'air inquiet. « Patron, tu dois voir ça. » Le télégramme était adressé à Clara Bennett, à l'attention du ranch de Silver Ridge, territoire du Montana. Ethan le fixa. Comment quelqu'un savait-il qu'elle était ici? Je ne sais pas, mais celui qui l'a envoyé a payé le tarif premium pour la livraison. Ça doit être important. Les entrailles d'Ethan se tordirent. C'était ça. Le passé qui la rattrapait. La chose que Clara fuyait. Il la trouva dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. « Ceci est arrivé pour vous. » Clara se figea dès qu'elle vit le télégramme dans sa main. La couleur quitta son visage. « Qui sait que vous êtes ici? » demanda Ethan doucement. « Personne. J'ai été prudente. Alors comment vous ont-ils trouvé? » « Je ne sais pas. » Sa voix était à peine un murmure. « Je ne sais pas. » Elle prit le télégramme avec des mains tremblantes et l'ouvrit. Ethan la regarda le lire 1, 2, 3 fois, puis elle le froissa dans son poing et ferma les yeux. « Clara, qu'est-ce qui se passe? Je dois partir. »« Quoi? Non, je dois partir. Monsieur Cole, aujourd'hui, maintenant. » Elle passa devant lui en direction de sa chambre, retirant déjà son tablier. Ethan la suivit. « Dites-moi ce qui se passe. Peut-être que je peux aider. » Clara se retourna et pour la première fois depuis son arrivée, il vit une peur réelle dans ses yeux. « Vous ne pouvez pas aider avec ça. Personne ne le peut. Je n'aurais jamais dû rester aussi longtemps. J'ai été égoïste et stupide. Et maintenant, sa voix se brisa. Maintenant quoi? Elle porta ses mains à son visage. Il y a un homme à Chicago, un homme puissant. Je travaillais pour lui. J'ai vu des choses que je n'étais pas censé voir. Des choses terribles. Traite d'êtres humains, corruption, des gens qui disparaissent. J'allais témoigner contre lui, mais il a des juges et des policiers dans sa poche. Mon avocat m'a dit de fuir avant qu'il ne puisse me faire taire, alors je l'ai fait. Et maintenant, il vous a trouvé. Clara hocha la tête, misérable. Le télégramme dit qu'il arrive. Il sait où je suis. Il amène des hommes. Elle leva les yeux vers Ethan avec des yeux désespérés. Il me tuera si je reste, mais il pourrait vous tuer aussi si je pars. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. L'esprit d'Ethan s'emballa. Chaque pensée rationnelle hurlait que c'était exactement ce dont son père l'avait prévenu. Faire confiance à la mauvaise personne. Se faire entraîner dans le désastre de quelqu'un d'autre. Mais quand il regarda Clara, cette femme qui avait ramené son ranch mourant à la vie, qui lui avait montré que les gens pouvaient être bons et vrais et dignes de confiance, il réalisa que son père s'était trompé sur une chose. Certaines personnes valaient la peine de se battre. Combien de temps avant qu'il n'arrive ici? Clara cligna des yeux. Quoi? Combien de temps avant que cet homme n'arrive? Le télégramme dit 3 jours, mais Monsieur Cole, vous n'êtes pas? Vous ne pouvez pas. 3 jours, calcula rapidement Ethan. C'est assez de temps pour se préparer. Jack, cria-t-il par la porte. Rassemble l'équipe. Réunion d'urgence dans la grange, maintenant. Ethan, non. Clara attrapa son bras. Vous ne comprenez pas. Nathaniel Crowe n'est pas seulement dangereux. Il est puissant. Il a de l'argent, des relations, des tueurs entraînés. Vous risquez tout pour quelqu'un que vous connaissez à peine. J'en sais assez, dit fermement Ethan. Je sais que vous êtes honnête. Je sais que vous travaillez plus dur que quiconque que j'ai jamais rencontré. Je sais que vous auriez pu continuer à fuir, mais vous êtes resté ici et avez aidé à sauver ce ranch. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Mais la règle de votre père de ne jamais faire confiance aux gens. Mon père est mort seul et amer parce qu'il ne pouvait pas faire la différence entre les gens qui lui feraient du mal et les gens qui l'aideraient. Je ne ferai pas cette erreur. La voix d'Ethan s'adoucit. Clara, vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à ce ranch depuis des années.
Peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Je ne laisserai personne m'enlever ça sans me battre. Des larmes coulèrent sur les joues de Clara. Vous êtes un homme têtu et insensé. C'est de famille. 20 minutes plus tard, toute l'équipe se tenait dans la grange, écoutant Ethan expliquer la situation. Il n'a pas enjolivé les choses, n'a pas minimisé le danger, a exposé exactement ce à quoi ils étaient confrontés. Je comprends si vous voulez partir, dit Ethan quand il eut fini. Ce n'est pas votre combat. Vous avez signé pour travailler le bétail, pas pour affronter des tueurs à gages. Personne ne pensera moins de vous si vous partez aujourd'hui. Les hommes échangèrent des regards. Puis Jack prit la parole. Patron, Clara nous a nourris quand nous avions faim, nous a aidés quand nous étions blessés, nous a traités comme de la famille au lieu d'employés. Et en ce qui me concerne, ça fait de ce combat notre combat aussi. Absolument. Un autre cowboy acquiesça. Personne ne vient sur ce ranch menacer notre cuisinière. Un par un, chaque homme a exprimé le même sentiment. Clara se tenait à l'entrée, regardant avec incrédulité des cowboys qui la connaissaient à peine depuis un mois, s'engager à risquer leur vie pour la protéger. Pourquoi? Chuchota-t-elle à Ethan. Pourquoi ferait-il ça? Parce que tu leur as montré ce que c'est qu'une famille, dit Ethan doucement. Et les familles protègent les leurs. Les 3 jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Ethan et son équipe fortifièrent le ranch comme s'ils se préparaient à la guerre. Ils installèrent des positions défensives, stockèrent des munitions, organisèrent des tours de garde. Clara insista pour aider malgré les protestations d'Ethan. « Je ne me cacherai pas pendant que des gens se battent pour moi », dit-elle fermement. La 3e nuit, alors que le soleil se couchait sur les plaines accidentées du Montana, une colonne de cavaliers apparut à l'horizon. Nathaniel Crow était arrivé au ranch de Silver Ridge et Ethan Cole était prêt. Nathaniel Crow ne ressemblait pas à un monstre. C'est la première chose qu'Ethan remarqua alors que l'homme descendait de cheval devant la maison principale. Il ressemblait à l'argent. Costume sur mesure malgré la poussière, bottes cirées, chaîne de montre en argent brillant à la lumière déclinante. Le genre d'homme qui n'avait jamais nettoyé une écurie ou réparé une clôture de sa vie, mais qui possédait d'une manière ou d'une autre la moitié de Chicago. Les 6 hommes avec lui ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient. Des hommes de main, des yeux froids, les mains planant près de leurs armes. Ethan descendit du porche, le fusil nonchalamment dans ses bras. Jack et 2 autres cowboys le flanquaient, armés mais ne visant pas. Pas encore. Monsieur Cole, je présume. La voix de Crow était douce, cultivée. Nathaniel Crow, je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Je ne me souviens pas avoir pris quoi que ce soit à vous. Non? Alors peut-être que la femme qui se cache actuellement dans votre cuisine aimerait clarifier la situation. Crow sourit, mais cela n'atteignit jamais ses yeux. Mademoiselle Bennett et moi avons des affaires inachevées. Mademoiselle Bennett est mon employée. Quelles que soient les affaires que vous pensez avoir avec elle, cela ne concerne pas ce ranch. Crow sortit d'un cigare, prenant son temps pour l'allumer. Le geste désinvolte était délibéré, montrant qu'il ne considérait pas Ethan comme une menace. « Je suis un homme raisonnable, Monsieur Cole. Je comprends que vous ayez simplement été trompé par une menteuse convaincante. Clara a un talent pour ça, alors je suis prêt à être généreux. » Il plongea la main dans sa veste. 20 000 $, plus qu'assez pour sauver votre ranch en difficulté et engager 10 cuisinières meilleures qu'elle. Le chiffre frappa Ethan comme un coup physique. 20 000 $ paieraient toutes les dettes, achèteraient du nouveau bétail, répareraient chaque bâtiment, engageraient une équipe complète pour 5 ans. « C'est beaucoup d'argent, » dit Ethan prudemment. « Ça l'est. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous en aller. Entrez, servez-vous un verre et laissez-moi régler mes affaires avec Mademoiselle Bennett. D'ici demain matin, elle sera de retour à Chicago où elle appartient et vous serez un homme riche. » Derrière Ethan, il entendit Jack bouger nerveusement. « 20 000 $, c'était plus que ce qu'aucun d'entre eux ne gagnerait de toute une vie. »« Qu'est-ce qui lui arrivera à Chicago? » demanda Ethan. Le sourire de Crow s'élargit. « Ce n'est pas votre problème. J'en fais mon problème. Monsieur Cole, je ne pense pas que vous compreniez la situation. Je vous offre une fortune pour une femme que vous connaissez depuis quelques semaines. Une femme qui vous a menti sur qui elle est et sur ce qu'elle fuit. Sûrement, même un rancher têtu peut voir le choix intelligent ici. » Ethan jeta un coup d'œil en arrière vers la cuisine. Il pouvait voir la silhouette de Clara à la fenêtre,
regardant, attendant de voir s'il allait la vendre. La voix de son père résonna dans sa tête. Ne fais jamais confiance aux gens. Ils te décevront toujours. Mais ensuite, il se souvint de Clara, debout dans cette cuisine immonde, retroussant ses manches. Clara apprenant à lire à Tommy. Clara réorganisant ses comptes et lui faisant économiser de l'argent qu'il ne savait pas qu'il perdait. Clara le regardant dans les yeux et disant « L'espoir, c'est ce qu'on fait quand on a abandonné. La planification, c'est ce qu'on fait quand on croit encore qu'on peut gagner. » Non, dit Ethan. L'expression de Crow se durcit. Pardon? J'ai dit non. Clara reste ici. Vous et vos hommes partez maintenant. Ne soyez pas idiot, Cole. 20 000 $. Je me fiche que ce soit 1 million de $. Elle n'est pas à vendre. Ethan leva légèrement son fusil. Vous avez 30 secondes pour quitter ma propriété. Pendant un long moment, Crow le fixa simplement. Puis il rit, un son froid et cassant. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire, n'est-ce pas? Je possède des juges, des chefs de police, la moitié des politiciens de l'Illinois. Je pourrais faire émettre des mandats d'arrêt contre Clara d'ici demain matin, et vous hébergeriez une fugitive. Alors faites-le. Nous verrons jusqu'où vos mandats vont dans le territoire du Montana, où je pourrais simplement prendre ce qui m'appartient par la force. Crow fit un geste vers ses hommes, 6 professionnels entraînés contre une poignée de cow-boys jouant aux soldats. Comment pensez-vous que ça se termine? Mal pour nous tous, admit Ethan. Mais vous perdrez des hommes chers, et vous pourriez vous perdre vous-même. Ça vaut le coup pour une femme qui connaît vos secrets. La mâchoire de Crow se serra. Pour la première fois, une colère authentique traversa son visage. Vous faites une très grave erreur. Ce ne sera pas ma première. Probablement pas ma dernière. Je vous donne 1 heure pour reconsidérer. Après ça, nous entrons. Quiconque se mettra sur mon chemin le regrettera. Crow remonta sur son cheval. Réfléchissez bien, Monsieur Cole. Vaut-elle vraiment la peine de mourir? Ethan attendit que Crow et ses hommes soient repartis sur la route avant de baisser son fusil. Ses mains tremblaient. Patron, la voix de Jack était tendue. C'était soit la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue, soit la plus stupide. Je suis encore en train de décider moi-même. Clara sortit de la cuisine, se déplaçant comme quelqu'un dans un rêve. Quand elle atteignit Ethan, elle le regarda simplement. Le regarda vraiment, comme si elle le voyait pour la première fois. « Vous avez refusé 20 000 $, dit-elle doucement. Ce n'était pas à moi de les prendre. La plupart des hommes les auraient pris quand même. Je ne suis pas la plupart des hommes, non. » La voix de Clara se brisa légèrement. « Vous ne l'êtes vraiment pas. » L'équipe se rassembla autour d'eux et Ethan exposa la réalité. « Nous avons 1 heure avant qu'ils ne reviennent. Peut-être moins si Crow est impatient. Voici ce que nous savons. Ils ont 6 fusils, probablement plus d'expérience que nous en combat direct. Mais nous avons des positions défensives, la connaissance de notre propre terrain et quelque chose qu'ils n'ont pas. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Tommy. « Une raison de se battre qui est plus grande que l'argent. » Ethan regarda chaque homme dans les yeux. « Dernière chance. Quiconque veut partir, faites-le maintenant. Je le pense. » Sans jugement. Personne ne bougea. « Très bien alors. Jack, prends 3 hommes et couvre l'approche de la grange. Tommy, tu es avec moi sur la maison principale. Le reste d'entre vous, dispersez-vous selon les positions que nous avons prévues. Et souvenez-vous, nous n'essayons de tuer personne si nous pouvons l'éviter. Nous essayons de leur faire coûter plus cher que ce que ça vaut. » Alors que les hommes se dispersaient, Clara attrapa le bras d'Ethan. « Je dois tout vous dire, toute la vérité. Vous le méritez. » Ils s'assirent sur les marches du porche alors que le soleil disparaissait et Clara raconta enfin son histoire. Elle avait été la chef cuisinière de l'hôtel de luxe de Crow à Chicago. Pendant 2 ans, elle avait pensé qu'elle dirigeait simplement une cuisine exceptionnelle. Puis une nuit, travaillant tard sur l'inventaire, elle était tombée sur une salle de stockage où elle n'était pas censée entrer. À l'intérieur se trouvaient de jeunes femmes, des filles en fait, enfermées dans des cages, attendant d'être transportées vers des bordels à travers le pays. « J'étais si stupide, » dit Clara, sa voix creuse. « Toutes ces livraisons tardives que je n'étais pas autorisée à voir. Toutes les pièces verrouillées, les hommes qui allaient et venaient sans jamais séjourner à l'hôtel. J'aurais dû savoir. » « Vous ne pouviez pas savoir, » dit Ethan. « J'aurais dû poser des questions. Au lieu de ça, je cuisinais, je percevais mon salaire et je me disais que ce n'était pas de mes affaires. »
Elle s'enlaça les bras. Quand j'ai vu ces filles, je suis allé à la police. Je leur ai tout dit. Ils ont fait semblant d'écouter, ont pris ma déposition, ont promis d'enquêter. 2 jours plus tard, un des hommes de Crow est venu à mon appartement et m'a dit que j'avais 24 heures pour quitter Chicago ou je disparaîtrais, tout comme les filles que j'avais essayé d'aider. Alors vous avez fui. J'ai fui. Mon avocat, l'un des rares hommes honnêtes que je connaissais, m'a aidé à sortir de la ville, m'a donné de l'argent, un nouveau nom, m'a dit d'aller quelque part où Crow ne penserait pas à chercher. J'ai déménagé tous les quelques mois, ne restant jamais assez longtemps pour compter pour qui que ce soit. Elle regarda Ethan avec des larmes dans les yeux. Jusqu'ici, jusqu'à ce que je fasse l'erreur de m'attacher à cet endroit, à ces gens, à... Elle s'arrêta. À quoi? Clara se leva brusquement. Je devrais vérifier les réserves de munitions, m'assurer que tout le monde en a assez. Clara, s'il vous plaît, ne... Ethan, ne rendez pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Elle disparut dans la grange avant qu'il ne puisse répondre. L'heure passa trop vite. Alors que l'obscurité s'installait sur le ranch, Ethan se positionna sur le porche de la maison principale avec Tommy et un autre cowboy nommé Pete. De là, il pouvait voir la majeure partie de la cour du ranch. « Tu penses vraiment qu'on peut les retenir? » demanda nerveusement Tommy. Le gamin n'avait que 15 ans, essayant de paraître courageux. « Je pense qu'on est sur le point de le découvrir. » L'attaque arriva plus tôt que prévu. Crow avait dû décider que l'attente leur donnait trop de temps pour se préparer. Ethan entendit d'abord des chevaux, puis vit des formes bouger dans l'obscurité. Plus de 6 cette fois. Crow avait amené des renforts. « Ils essaient de nous encercler, » dit Pete. Ethan tira un coup de semonce en l'air. « C'est une propriété privée. Faites demi-tour ou le prochain coup ne sera pas un avertissement. » Quelqu'un rit dans l'obscurité. Puis des coups de feu éclatèrent de 3 directions à la fois. Les 20 minutes suivantes furent un chaos. Les balles faisaient éclater le bois. Les chevaux hurlaient, les hommes criaient. Ethan tirait, rechargeait, tirait à nouveau, ne visant pas pour tuer, mais pour maintenir les attaquants à distance, pour les faire réfléchir à 2 fois avant de se précipiter sur les bâtiments. De la grange, il entendit Jack et les autres riposter. Les positions défensives tenaient, mais à peine. Puis Tommy cria et tomba en arrière, se tenant l'épaule. Le sang se répandit sur sa chemise. « Je vais bien, » haleta le gamin. « Ça m'a juste éraflé. Je vais bien. » Mais il n'allait pas bien. Il avait 15 ans et saignait. Et c'était de la faute d'Ethan d'avoir laissé les choses aller si loin. « Repliez-vous » cria Ethan à ses hommes. « Tout le monde dans la maison principale, maintenant !» L'équipe se retira par étapes, se couvrant mutuellement, traînant les blessés. Ils se barricadèrent à l'intérieur alors que les balles martelaient des murs. Clara se mit immédiatement au travail sur l'épaule de Tommy, déchirant des bandes de sa jupe pour faire des bandages. « Ce n'est pas profond, » lui dit-elle doucement. « Tu vas t'en sortir. »« Je pensais que j'étais un dur, » dit Tommy en serrant les dents. « Je pensais que je pouvais tout supporter. » Être dur, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir peur et rester quand même. Clara finit de le penser et regarda Ethan. « Nous ne pouvons pas tenir éternellement. »« Je sais. » Jack apparut à la fenêtre. « Patron, ils se regroupent. On dirait qu'ils préparent quelque chose. » Ce qu'ils préparaient devint clair quelques instants plus tard lorsque des flammes apparurent sur le toit de la grange. Les hommes de Crow y avaient mis le feu. « Non. » Ethan se dirigea vers la porte, mais Clara l'arrêta. « C'est ce qu'ils veulent. Si tu sors, ils t'abattront. Mais les chevaux sont déjà en train de courir. Écoute. » Elle avait raison. Quelqu'un, probablement Jack, avait ouvert les portes du corral. Les chevaux se dispersaient dans la nuit, loin des flammes. Une décision intelligente, mais cela signifiait perdre la moitié des actifs du ranch. Le feu se propagea rapidement, illuminant le ciel nocturne. Dans la lueur orangée, Ethan vit Crow se tenir bien en retrait des combats, regardant ses hommes de main faire le travail. Le lâche ne risquait même pas sa propre peau. « Nous devons négocier, » dit l'un des cowboys, « avant que tout le ranch ne brûle. »« Il n'y a rien à négocier, » dit Clara doucement. « Il me veut. C'est tout ce qu'il a toujours voulu. » Ethan se tourna vers elle. « À quoi penses-tu? » « Je pense que je fuis depuis 2 ans et partout où je vais, des gens sont blessés à cause de moi. Je pense qu'il est peut-être temps d'arrêter de fuir. » Non, le mot sortit plus durement qu'Ethan ne l'avait prévu. Absolument pas. « Nous ne te livrons pas. Ethan, regarde autour de toi.
Tommy saigne. Ta grange est en feu. Ton ranch est en train d'être détruit. Tout ça parce que j'ai été assez égoïste pour rester alors que j'aurais dû continuer à bouger. Tu es resté parce que je te l'ai demandé. Parce que cet endroit avait besoin de toi. Parce que je... Il s'arrêta, conscient que tout le monde écoutait. Les yeux de Clara scrutèrent son visage. Parce que tu quoi? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la porte d'entrée explosa vers l'intérieur. Deux des hommes de Crow avaient percé l'entrée et arrière simultanément. Le combat éclata à l'intérieur de la maison. Proche, brutal, désespéré. Ethan se battit avec un homme 2 fois sa taille, sentit des poings frapper sa mâchoire, goûta le sang. Puis Clara était là, brandissant une poêle en fonte avec une précision mortelle. L'homme tomba lourdement. « Ça, c'est pour avoir menacé mes cowboys », dit-elle, le souffle court. Dans le chaos, personne ne remarqua l'un des hommes de Crow saisir Tommy et lui presser un pistolet sur la tempe. Personne ne bouge ou le garçon meurt. La pièce se figea. Nathaniel Crow entra par la porte brisée, enjambant les débris comme s'il était chez lui. C'est mieux. Maintenant, nous pouvons parler comme des gens civilisés. Laissez-le partir, dit Ethan. Ce n'est qu'un gamin. Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant d'entraîner des enfants dans des problèmes d'adultes. Le regard de Crow se fixa sur Clara. Il est temps de mettre fin à cette farce, ma chère. Vous revenez à Chicago avec moi. Si vous coopérez, je dirai à mes hommes d'arrêter l'attaque. Le ranch survivra. Le jeune Thomas ici gardera sa cervelle dans son crâne, et M. Cole vivra pour regretter son mauvais jugement. Si vous ne coopérez pas, fit-il un geste vers la grange en feu, eh bien, vous pouvez voir comment cette histoire se termine. Clara regarda Tommy, terrifié et saignant, mais essayant si fort d'être courageux. Puis Jack et Pete et les autres cowboys qui avaient tout risqué pour elle. Enfin, Ethan. Et quelque chose dans son expression fit mal à sa poitrine. « Si je vais avec vous, dit-elle lentement, vous laisserez le ranch tranquille. Laisserez tous ces gens tranquilles. Vous avez ma parole. Votre parole ne signifie rien. J'ai besoin de mieux que ça. » Crow y réfléchit. « Très bien, je vais le mettre par écrit. Un document légal stipulant que je n'ai aucune réclamation contre le ranch de Silver Ridge ou ses occupants, à condition que vous retourniez volontairement à Chicago pour faire face aux accusations portées contre vous. »« Quelles accusations? » demanda Ethan. « Elle n'a rien fait de demain. Elle a dénoncé vos crimes. »« Ah, mais ce n'est pas ce que dit le dossier officiel. Selon la police de Chicago, Mademoiselle Bennett est recherchée pour vol, fraude et destruction de biens. J'ai des mandats d'arrêt contre elle signés par un juge. » Crow sourit. Bien sûr, ces accusations disparaîtraient si elle acceptait simplement de se taire sur certains arrangements commerciaux qu'elle a mal compris. « Je n'ai rien mal compris, » dit Clara. « J'ai vu des filles dans des cages. Votre parole contre la mienne. Et j'ai des amis très haut placés. » Crow sortit d'un document plié. « Voici mon offre. Signez cet accord promettant de ne jamais parler de ce que vous prétendez avoir vu. Retournez à Chicago. Disparaissez tranquillement. En échange, les accusations disparaissent et tout le monde ici reste en sécurité. Et si je ne signe pas, alors le mandat reste valable. Vous êtes une fugitive et M. Cole ici devient coupable d'héberger une criminelle. Ils prendront son ranch, sa liberté, tout. » L'expression de Crow se durcit. « D'une manière ou d'une autre, vous venez avec moi. La seule question est de savoir combien de personnes souffriront avant que vous n'acceptiez cette réalité. » Les épaules de Clara s'affaissèrent. « Laissez-moi dire au revoir. »« Clara, non. » Ethan commença. « C'est fini, Ethan. » Elle le regarda avec tant de tristesse que ça faisait mal à voir. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé d'avoir amené ça à votre porte. » Elle se dirigea vers Crow et Ethan sentit quelque chose se briser en lui. C'était mal. Tout était mal. Mais quel choix avait-il? Crow avait la loi de son côté, avait de l'argent, du pouvoir et des hommes armés. Le combattre, c'était comme combattre une inondation ou un feu de prairie, des forces trop grandes pour être arrêtées. Clara arriva aux côtés de Crow. Il lui attrapa le bras de manière possessive. « Excellent choix, ma chère. Mais maintenant, Monsieur Cole, si vous et vos hommes vouliez bien avoir la gentillesse de laisser tomber vos armes. » L'explosion vint de l'extérieur. Un énorme boom qui secoua la maison et illumina la nuit plus vivement que la grange en feu. Tout le monde se précipita aux fenêtres. 3 chariots étaient en feu. Les chariots dans lesquels les renforts de Crow étaient arrivés, et debout près d'eux, tenant une torche et un fusil,
se trouvait une femme qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. « Qui diable est-ce? » demanda Crow. Clara haleta. « Elizabeth? »« Qui? »« La femme de mon avocat. »« Elle. Elle a dû suivre Crow jusqu'ici. » Le visage de Clara se transforma d'un espoir soudain. « Elizabeth est journaliste. Si elle est ici, ça veut dire... » D'autres cavaliers apparurent à l'horizon. Mais ce n'étaient pas les hommes de Crow. Ils portaient des insignes, des marshals fédéraux. Le visage de Crow devint blanc. « C'est impossible. Je possède la police de Chicago. J'ai des juges à Chicago. » La femme, Elizabeth, cria. « Vous oubliez les enquêteurs fédéraux et vous m'oubliez certainement, moi, qui ai documenté chaque fonctionnaire corrompu que vous avez soudoyé. » Elle brandit une sacoche en cuir. 5 mois d'enquête, des noms, des dates, des relevés bancaires, tout. Le marshal en chef descendit de cheval, observant le chaos. « Nathaniel Crow, vous êtes en état d'arrestation pour traite d'êtres humains, corruption et environ 15 autres chefs d'accusation qui vous garderont enfermés pour le reste de votre vie. » Les hommes de Crow laissèrent tomber leurs armes immédiatement. Assez intelligents pour savoir quand ils avaient perdu. Mais Crow lui-même tenait toujours Clara. « Je la tuerai, dit-il désespérément. Je jure que je... » Ethan ne réfléchit pas. Il bougea simplement, franchit la distance entre eux en 3 foulées et frappa Crow avec toute la force et la rage qu'il avait. L'homme tomba lourdement, libérant Clara. « Ça, c'est pour avoir brûlé ma grange, » dit Ethan. Les marshals relevèrent Crow, lui passant les fers au poignet. Il crachait encore des menaces et des protestations alors qu'il l'emmenait. Clara resta figée, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire que c'était fini. Elizabeth courut vers elle et les 2 femmes s'étreignirent. « Comment? » chuchota Clara. « Comment m'as-tu trouvé? » « Je suis sur la piste de Crow depuis des mois. Quand il a soudainement quitté Chicago, j'ai su qu'il t'avait trouvé. J'ai contacté les marshals fédéraux, les ai convaincus de me laisser aider à l'enquête. Nous étions à 2 jours derrière lui tout le long. » Elizabeth se recula, souriant. « C'est fini, Clara. Vraiment fini. Les filles ont été libérées. Toute l'opération de Crow est en train d'être démantelée. Tu es libre. » Libre? Les mots semblaient résonner à travers le ranch en ruine. Clara regarda autour d'elle la grange en feu, la maison brisée, les cow-boys blessés, et se mit à rire. Puis à pleurer, puis les 2 à la fois. Ethan voulait aller vers elle, mais se sentit soudainement sans droit. Elle était libre maintenant, libre d'aller n'importe où, d'être n'importe qui. Elle n'avait plus besoin d'un rancher en faillite ou d'un ranch mourant. Mais alors Clara se tourna vers lui, et le regard dans ses yeux lui fit oublier comment respirer. « Vous vous êtes battu pour moi, dit-elle. Même quand ça vous a tout coûté, je n'ai pas encore tout perdu. J'ai encore la maison, la plupart des chevaux, la terre. » Il essaya de sourire, et apparemment une sacrée histoire à raconter. « Ethan, c'est des mots, Clara, je comprends. Tu es libre maintenant. Tu peux retourner à Chicago, trouver un vrai travail, vivre une vraie vie. Tu n'as plus à te cacher. » Clara combla la distance entre eux. « Et si je ne veux pas y retourner? » Son cœur rata un battement. « Quoi? Chicago n'a jamais été chez moi. C'était juste un endroit où je travaillais. » Mais ici, elle fit un geste vers le ranch endommagé. Les cow-boys épuisés, la grange fumante. Ici, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Des gens qui se sont battus pour moi, qui ont cru en moi, qui... Sa voix baissa, qui m'ont donné envie de rester. « Clara, tu devrais y réfléchir. Vraiment réfléchir. Le ranch survit à peine. Je ne peux pas t'offrir le luxe ou la sécurité ou... Je ne veux pas de luxe. Je veux me réveiller et savoir que ce que je fais compte. Je veux cuisiner pour des gens qui l'apprécient. Je veux regarder Tommy apprendre à lire et aider Jack à réorganiser les comptes de fourniture et me disputer avec toi sur ta terrible tenue de registre. » Elle prit ses mains. « Je veux reconstruire cet endroit et en faire quelque chose dont ton père serait fier, si tu me le permets. » Ethan baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur cette femme qui avait survécu à l'enfer et choisissait encore la gentillesse, qui avait affronté ses démons et gagné, qui pouvait avoir n'importe qui ou n'importe quoi, mais se tenait ici dans les ruines de son ranch en demandant à rester. « Je ne suis pas doué avec les mots, » dit-il sèchement. « Je suis têtu et fier, et je te mettrai probablement en colère plus souvent qu'à mon tour. Je peux gérer les têtus, j'ai de la pratique. Et cet endroit va demander beaucoup de travail pour être reconstruit. Des années de dur labeur.
Je n'ai pas peur du dur labeur, Clara. Il s'arrêta cherchant les mots justes. Je ne veux pas seulement que tu restes comme ma cuisinière. J'ai besoin. Il prit une inspiration tremblante. Reste parce que tu le veux. Parce que cet endroit signifie quelque chose pour toi. Parce que peut-être que je signifie quelque chose pour toi. Clara sourit, et ce fut comme le soleil perçant les nuages d'orage. Espèce d'homme têtu, insensé, merveilleux. Tu signifies déjà tout. Puis elle l'embrassa là, devant les marshals fédéraux et les cowboys et Dieu et tout le monde. Et Ethan comprit enfin ce que son père avait mal compris toutes ces années. La confiance, ce n'était pas de ne jamais être blessé. C'était de trouver quelqu'un qui valait le risque. Quand ils se séparèrent enfin, Jack souriait comme un idiot, et les autres cowboys essayaient très fort de regarder ailleurs. Les marshals fédéraux semblaient amusés. « Eh bien, dit Elizabeth, brisant le silence gênant, je suppose que je n'ai pas besoin de demander si tu prévois de retourner à Chicago, Clara. » Le visage de Clara rougit, mais elle ne lâcha pas la main d'Ethan. « Je pense que le Montana me convient mieux. Je vois ça. » Elizabeth jeta un coup d'œil à la grange fumante, à la maison endommagée. « Cependant, on dirait que vous aurez du pain sur la planche pour reconstruire cet endroit. »« Nous avons géré pire, » dit Ethan, bien qu'il ne soit pas entièrement sûr que ce soit vrai. Les marshals finirent de sécuriser les hommes de Crow et se préparèrent à les transporter pour faire face à des accusations fédérales. Le marshal en chef, un homme grisonnant nommé Carson, s'approcha d'Ethan avec une expression sombre. « Monsieur Cole, je dois vous informer qu'il y aura une enquête sur les événements de ce soir. Des biens fédéraux ont été endommagés, des coupes de feu ont été tirées, et nous aurons besoin des déclarations de toutes les personnes impliquées. » L'estomac d'Ethan se noua. Sommes-nous accusés de quelque chose? Cela dépend de ce que l'enquête révélera. La légitime défense est une chose. La justice expéditive en est une autre. Les yeux de Carson balayèrent la destruction. Je vous suggère de vous trouver un bon avocat et de préparer des comptes rendus détaillés de ce qui s'est passé ici exactement. Après le départ des marshals avec leurs prisonniers, l'équipe se tenait dans la cour du ranch, inspectant les dégâts. La grange était une perte totale, juste des décombres fumants et du métal tordu. La maison principale avait des trous de balles dans chaque mur, des fenêtres brisées, une porte détruite. 3 chevaux manquaient, probablement dispersés pendant le chaos. Et Tommy était assis sur les marches du porche, pâle et souffrant, avec le bandage de fortune de Clara déjà imbibé de sang. « Nous devons l'emmener chez un médecin, » dit Clara d'urgence. « Le médecin le plus proche est en ville, à 15 miles d'ici, » répondit Jack. « Et nous avons perdu la plupart des chevaux, alors nous monterons à 2. Pete, tu es le plus fin. Tu prends Tommy. Than et moi suivrons. » Clara était déjà en mouvement, organisant, prenant les choses en main. Le reste d'entre vous, commencez le contrôle des dégâts. Éteignez les feux restants. Sécurisez les animaux. Faites l'inventaire de ce que nous avons perdu. Personne ne la questionna. Ils se mirent simplement au travail. 1 heure plus tard, Ethan et Clara arrivèrent en ville avec Tommy affalé contre le dos de Pete, à peine conscient à cause de la perte de sang. Le médecin, une femme sévère nommée Dr. Judith Martinez, jeta un coup d'œil au gamin et se mit à aboyer des ordres. « Blessure par balle. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, bon sang? » « Longue histoire, dit Ethan. « Eh bien, vous pourrez la raconter pendant que je travaille. Mettez-le sur la table. Clara, j'ai besoin d'eau chaude et de linge propre. » « Vous? » Elle montra Pete du doigt. Tenez l'œil immobile. Pendant les 2 heures suivantes, le docteur Martinez extraya la balle, nettoya la plaie et recousit Tommy tout en leur faisant la leçon sur la violence et la stupidité de la frontière. Clara l'assista comme si elle l'avait fait 100 fois, calme et stable, même quand Tommy criait. « Il a de la chance, » dit finalement le docteur Martinez, s'essuyant le sang des mains. « 1 pouce de plus à gauche et il aurait perdu le bras. 1 pouce de plus à droite et il serait mort. » Tommy s'était évanoui de douleur, ce qui était probablement une bénédiction. Ethan regarda le visage pâle du gamin et sentit la culpabilité l'écraser. « C'est de ma faute, » dit-il doucement. « Ne commencez pas avec ça, » dit Clara sèchement. Tommy a fait son propre choix, ils l'ont tous fait. Il a 15 ans, il n'aurait jamais dû être près de ce combat. Et pourtant, il a choisi de rester, a choisi de se battre. Ça veut dire quelque chose, Ethan. Le docteur Martinez jeta un coup d'œil entre eux.
Vous voulez avoir cette discussion ailleurs que dans ma salle d'opération? Le garçon a besoin de repos et je dois nettoyer. Dehors, le soleil se levait sur la ville. Ethan réalisa avec un sursaut qu'une nuit entière était passée. Il s'était battu, avait saigné, avait survécu, et maintenant il devait trouver comment continuer à vivre. Nous devrions retourner au ranch, dit-il. Pas encore. Clara attrapa son bras. D'abord, tu vas manger quelque chose, boire de l'eau et me laisser regarder tes blessures. Je vais bien. Ethan Cole, tu as une lèvre fendue, un œil au beurre noir et tu boites. Tu ne vas pas bien. Maintenant, assieds-toi avant que je ne t'y oblige. Il s'assit. Clara l'examina avec une efficacité douce, nettoyant ses coupures et vérifiant ses côtes pour des fractures. Ses mains étaient instables, mais il pouvait voir l'épuisement dans ses yeux, le poids de tout ce qui la rattrapait. « Merci, dit-il doucement. « Pourquoi? Pour être resté, pour être battu, pour être là. » Les mains de Clara s'immobilisèrent sur son visage. Où d'autre serais-je? Chicago. N'importe où. Tu es libre maintenant, Clara. Tu pourrais recommencer quelque part en sécurité. Un endroit qui n'implique pas de granges brûlées et de fusillades. Je pourrais, acquiesça-t-elle. Mais je ne le ferai pas. C'est ici que je choisis d'être. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, quelqu'un s'éclaircit la gorge derrière eux. Ils se retournèrent pour trouver un homme plus âgé en costume chair qui les observait avec une curiosité non dissimulée. Ethan Cole. Je suis Howard Blackwell. Je possède la banque ici en ville. Son sourire était professionnel, mais prédateur. J'ai entendu parler de vos ennuis la nuit dernière. Terrible affaire, vraiment terrible. Ethan se leva lentement. Blackwell n'était pas là par sollicitude. Les banquiers ne l'étaient jamais. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Blackwell? En fait, je suis ici pour discuter de ce que je peux faire pour vous, ou plutôt, de ce que je ne peux pas faire. Blackwell sortit un dossier. Vous avez un paiement de prêt dû la semaine prochaine, 500 $. Étant donné les dommages à votre ranch, je suis préoccupé par votre capacité à payer. Le chiffre frappa comme un coup de poing. Ethan avait été si concentré sur la survie de l'attaque qu'il avait oublié le prêt. 500 $ qu'il n'avait pas, surtout pas maintenant. Je ferai le paiement, dit Ethan avec plus de confiance qu'il n'en ressentait. Le ferez-vous? Parce que j'ai fait quelques calculs, Monsieur Cole. Votre grange est détruite. C'est au moins 1000 $ à reconstruire. Votre maison nécessite des réparations importantes. Vous avez perdu du bétail, et je comprends que les marshals fédéraux enquêtent sur l'incident, ce qui signifie des frais juridiques potentiels. Le sourire de Blackwell ne faiblit pas. Je suis un homme d'affaires. Je dois protéger mes investissements. Donc, je réclame votre prêt. Paiement intégral dû dans 30 jours où la banque saisit le ranch de Silver Ridge. Clara s'avança. Vous ne pouvez pas faire ce mort. L'attaque n'était pas de vous affoler même. Les affaires ne sont pas une question de faute, ma chère. C'est une question de risque et de rendement. En ce moment, Silver Ridge est trop risqué. Blackwell toucha son chapeau. 30 jours, Monsieur Cole. Je vous suggère de commencer à chercher un acheteur. Il s'éloigna avant qu'Ethan ne puisse trouver ses mots. Combien devez-vous? Demanda Clara doucement. 3000 $. La voix d'Ethan était creuse. J'ai contracté le prêt il y a 2 ans pour maintenir le ranch à flot après la mort de mon père. J'ai à peine fait les paiements mensuels, mais 3000 $ d'un coup. Il rit amèrement. J'aurais besoin d'un miracle. Ou d'un plan. Clara, il n'y a pas de plan qui fasse apparaître 3000 $ en 30 jours. Peut-être pas, mais il pourrait y avoir un plan qui nous achète plus de temps. L'esprit de Clara était clairement en ébullition. Elizabeth a mentionné que les actifs de Crow sont saisis par le gouvernement fédéral. Et s'il y avait une récompense pour les informations menant à son arrestation, vous avez aidé à le capturer. Ça doit compter pour quelque chose. Même s'il y a une récompense, il faudra des mois pour la traiter. Nous n'avons pas des mois. Alors nous trouverons un autre moyen. Nous vendons des actifs. Nous prenons du travail supplémentaire. Nous acceptons la réalité. Ethan l'interrompit doucement. Clara, j'apprécie ce que tu essaies de faire. Mais il y a des combats qu'on ne peut pas gagner. Mon père a passé 30 ans à construire ce ranch et j'ai passé 2 ans à le regarder mourir. Il est peut-être temps de laisser tomber. Clara le regarda comme s'il l'avait giflé. Laissez tomber. Après tout ce pourquoi nous venons de nous battre, après que Tommy ait pris une balle et que Jack ait risqué sa vie,
et que j'ai failli être ramené à Chicago. Tu vas juste abandonner. Je suis réaliste. Non, tu es un lâche. Sa voix tremblait de colère. Tu as tenu tête à Crow. Tu as refusé 20 000 $. Tu as combattu des hommes armés pour me protéger. Mais maintenant qu'il s'agit de te battre pour toi-même, pour ce ranch, tu es prête à te rendre. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Tu m'as dit que l'espoir, c'est ce qu'on fait quand on a abandonné. Et la planification, c'est ce qu'on fait quand on croit encore qu'on peut gagner. Alors, c'est quoi, Ethan? Tu abandonnes ou tu prévois de gagner? Les mots restèrent en suspens entre eux. Ethan voulait argumenter, voulait expliquer que c'était différent, que certaines batailles ne pouvaient pas être gagnées. Mais en regardant les yeux féroces de Clara, il se souvint de la femme qui était entrée dans sa cuisine immonde et avait refusé d'accepter l'échec. « Que suggères-tu » demanda-t-il finalement. L'expression de Clara s'adoucit. « Je suggère que nous retournions au ranch, que nous évaluions les vrais dégâts et que nous voyons ce que nous pouvons sauver. Ensuite, nous ferons un plan, un vrai plan, ensemble. » Ils retournèrent à Silver Ridge alors que le soleil montait plus haut et ce qu'Ethan vit lui serra la poitrine. L'équipe avait travaillé toute la nuit. Les décombres de la grange avaient été dégagés en piles organisées. Les chevaux qui s'étaient dispersés avaient été retrouvés et rassemblés. Jack avait même commencé à clouer des planches sur les fenêtres brisées de la maison principale. « Patron !» appela Jack quand il les vit. « Vous êtes de retour. Comment va Tommy? » « Il vivra. Le docteur dit qu'il a besoin de repos et qu'il ne pourra probablement pas faire de gros travaux pendant quelques semaines. »« On peut gérer ça. » En fait, Jack hésita. « On a parlé, l'équipe. On sait que les choses vont mal. On sait que tu ne peux probablement pas nous payer en ce moment, mais on reste quand même au moins jusqu'à la transhumance du printemps. On se dit qu'on te doit bien ça. » Ethan ne se sentit pas capable de parler. Il hocha simplement la tête. Clara s'avança. « Alors, faisons en sorte que ça compte. Tout le monde, rassemblez-vous. Nous devons faire l'inventaire et prendre des décisions. » Pendant l'heure suivante, ils passèrent tout en revue. La grange était une perte totale, mais ils pouvaient s'en passer jusqu'à ce qu'ils aient de l'argent pour reconstruire. La maison était endommagée, mais habitable. Ils avaient perdu 3 chevaux de façon permanente, mais les autres étaient là. La plupart des provisions de nourriture avaient survécu puisque la cuisine avait été épargnée. « Le vrai problème, c'est l'argent, » dit Jack sans détour. « Même si nous travaillons tous gratuitement, il y a des fournitures dont nous avons besoin. Des munitions, des fournitures médicales pour Tommy, des réparations de base. Ça coûte de l'argent que nous n'avons pas. »« Et le bétail ?» demanda Pete. « La transhumance du printemps est dans 6 semaines. Si nous pouvons les amener au marché... » « 6 semaines, c'est trop long, » dit Ethan. « La banque veut de paiement dans 30 jours. » Clara était restée silencieuse, griffonnant des chiffres sur un bout de papier. Maintenant, elle leva les yeux. « Et si on avançait la transhumance? » Tout le monde la dévisagea. « C'est impossible, » dit Jack. « Le bétail n'est pas prêt. Les routes ne sont pas encore dégagées. Les acheteurs ne seront pas en place avant au moins un mois. Et si on n'utilisait pas les routes traditionnelles? Et si on conduisait le bétail directement au terminal ferroviaire de Billings au lieu d'attendre que les acheteurs du marché viennent à nous? C'est 300 miles à travers un pays difficile, dit Ethan. Ça prendrait au moins 3 semaines, peut-être 4. On perdrait du bétail, peut-être des hommes. Mais si ça marche, on est payé immédiatement au lieu d'attendre le cycle du marché. Combien rapporterait le bétail à Billings? Ethan calcula rapidement. Si on n'en perd pas trop en route, peut-être 4 000 $, assez pour rembourser le prêt et avoir quelque chose en plus. Alors c'est notre plan. Clara, c'est trop dangereux. Les transhumances de début de printemps sont risquées. Le temps peut tourner, les rivières sont en crue. Il y a encore des territoires hostiles entre ici et Billings. Et rester ici signifie perdre le ranch à de coup sûr. Au moins, la transhumance nous donne une chance. Clara croisa son regard. Tu m'as demandé une fois si je prévoyais de gagner ou si j'espérais seulement. Je planifie. Es-tu avec moi? Ethan regarda son équipe. Ces hommes qui s'étaient battus pour lui, qui étaient restés quand ils avaient toutes les raisons de partir, qui étaient prêts à risquer leur vie dans une transhumance désespérée parce que c'était la seule option qui restait. « Très bien, dit-il. Finalement, nous faisons la transhumance, mais nous la faisons intelligemment. Nous devrons planifier chaque mile.
nous préparer à chaque possibilité. Jack, tu as déjà fait des transhumances précoces. De quoi avons-nous besoin? Pendant la semaine suivante, le ranch devint un tourbillon de préparatifs. Ils rassemblèrent le bétail, 200 têtes, la plupart à moitié sauvages et revêches après un hiver difficile. Ils réparèrent les selles et les harnais. Ils firent des réserves de fournitures de base en utilisant le dernier crédit d'Ethan. Clara travailla de l'aube à la nuit tombée, préparant de la nourriture qui durerait sur la piste et ne se gâterait pas. Tommy se rétablit assez pour insister pour venir, malgré les protestations du docteur Martinez. « Je ne reste pas en arrière, dit-il obstinément. J'ai pris une balle pour ce ranch, je vais aller jusqu'au bout. Tu as 15 ans avec un seul bras qui fonctionne, argumenta Ethan, et vous avez besoin de toutes les mains que vous pouvez avoir. Je peux monter à cheval, je peux utiliser le lasso d'un bras si nécessaire. S'il vous plaît, patron, ne me laissez pas derrière. » Ethan se tourna vers Clara pour du soutien, mais elle se contenta de sourire. Il fait partie de l'équipe, Ethan, c'est son choix. 3 jours avant leur départ, Elizabeth retourna au ranch avec des nouvelles. Le gouvernement fédéral offrait une récompense pour les informations ayant conduit à la condamnation de Crow, 10 000 $. Mais elle ne serait versée qu'après le procès, qui pourrait prendre des mois. « Je suis désolé, dit Elizabeth. J'ai essayé d'accélérer les choses. Mais la bureaucratie est lente. Cependant, elle tendit une enveloppe à Clara. Ceci vient des filles que vous avez sauvées, celles qui ont été libérées du réseau de traite de Crow. Elles ont rassemblé le peu d'argent qu'elles avaient. Ce n'est pas grand-chose, mais elles voulaient que vous l'ayez. » Clara ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient 300 $ et une lettre. Elle la lut en silence, des larmes coulant sur son visage. « Qu'est-ce que ça dit? » demanda Ethan doucement. « Ça dit merci. Ça dit que je leur ai donné de l'espoir quand elles n'en avaient plus. Ça dit... » Sa voix se brisa. Ça dit qu'elle est prime pour moi. 300 $, dit Jack doucement. C'est un début. C'est plus qu'un début, dit Clara en s'essuyant les yeux. C'est un rappel de la raison pour laquelle nous nous battons. Pas seulement pour le ranch, pour nous, pour les gens qui ont besoin de nous. La nuit avant la transhumance, Ethan trouva Clara dans la cuisine, emballant les dernières provisions. Elle se déplaçait méthodiquement, vérifiant et revérifiant ses listes. « Tu n'es pas obligé de venir pour la transhumance, dit Ethan. Ça va être dur, dangereux. Tu pourrais rester ici, faire tourner le ranch pendant notre absence. » Clara se tourna pour lui faire face. « Tu essaies de me protéger ou de te débarrasser de moi? »« Te protéger. Toujours te protéger. Je n'ai pas besoin de protection, Ethan. J'ai besoin de faire partie de ça. Nous sommes dans le même bateau, tu te souviens? » Il traversa la pièce et la prit dans ses bras. « J'ai peur, admit-il. Peur que nous échouions. Peur de te perdre. Peur que même si nous arrivons à Billings, ce ne soit pas suffisant. La peur, c'est juste de l'amour qui n'a nulle part où aller, » dit Clara doucement. « Tu as peur parce que tu tiens à quelque chose. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui te rend fort. Où as-tu appris ça? D'un rancher têtu qui a combattu 6 hommes armés pour une cuisinière qu'il connaissait depuis 3 semaines. » Elle lui sourit. « Tu m'as appris que s'attacher valait le risque. Maintenant, je t'apprends la même leçon. » Ils restèrent là, dans la cuisine silencieuse, se tenant l'un l'autre pendant que le reste du ranch se préparait pour le voyage le plus difficile qu'aucun d'entre eux n'ait jamais affronté. Demain, ils conduiraient 200 têtes de bétail sur 300 miles de territoire dangereux, avec presque aucune provision, une équipe réduite, et un gamin de 15 ans avec une blessure par balle à peine guérie. C'était insensé. C'était désespéré. C'était leur seule chance. « Promette-moi quelque chose, » dit Ethan. « Quoi? Promette-moi que quoi qu'il arrive pendant cette transhumance, tu te souviendras que tu es la raison pour laquelle ce ranch est encore debout. Pas moi. Toi. » Clara se recula pour le regarder. « Ce n'est pas vrai. Si. J'étais prêt à abandonner avant que tu n'arrives, prêt à tout laisser s'effondrer. Tu m'as montré comment espérer à nouveau, comment planifier, comment croire que les gens pouvaient être dignes de confiance. » Il lui toucha doucement le visage. « Que l'on gagne ou que l'on perde, tu m'as sauvé, Clara Bennett. Je veux que tu le saches. »« Ethan, je t'aime, dit-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que nous sommes au milieu du chaos et que ce n'est pas le bon moment.
Mais si quelque chose arrive pendant cette transhumance, si nous n'y arrivons pas, je veux que tu saches que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Espèce d'homme têtu, impossible, merveilleux. Je t'aime aussi. Je t'aime depuis le jour où tu as refusé 20 000 $ et choisi de te battre pour quelqu'un que tu connaissais à peine. Je t'ai aimé chaque jour depuis, en te regardant devenir l'homme que ton père t'a élevé pour être, tout en devenant quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui sait comment faire confiance. Ils s'embrassèrent alors, non pas désespérément comme après la bataille, mais profondément, lentement, comme deux personnes qui avaient trouvé un foyer l'une en l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, Ethan appuya son front contre le sien. « Nous allons y arriver, » chuchota Clara. « Nous allons sauver ce ranch et construire quelque chose de beau ici, ensemble. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que j'ai foi en toi, en nous, dans le fait que nous avons déjà survécu au pire et que nous sommes toujours debout. » Elle sourit. « Et parce que je suis assez têtu pour refuser toute autre fin. » Ethan rit malgré tout. « C'est ce que j'aime chez toi. Juste une chose parmi tant d'autres, j'espère. » Parmi tant d'autres, acquiesça-t-il. Le lendemain matin, à l'aube, l'équipe monta à cheval. 8 cowboys, une cuisinière déterminée et 200 têtes de bétail du Montana à moitié sauvages. Ils avaient 3 semaines pour parcourir 300 miles, naviguer sur un terrain dangereux, éviter les forces hostiles et arriver à Billings avant que la banque ne prenne tout. Les chances étaient terribles, les risques étaient énormes. Mais alors qu'Ethan regardait Clara chevaucher à ses côtés, féroce et sans peur et complètement engagé dans ce plan insensé, il réalisa quelque chose que son père n'avait jamais compris. Les meilleures choses de la vie valaient toujours la peine de tout risquer. Ils firent sortir le premier bétail des portes du ranch alors que le soleil se levait sur le Montana, et derrière eux, le ranch de Silver Ridge restait silencieux et endommagé, mais pas vaincu. Pas encore. Jamais. Le premier jour sur la piste, ils perdirent 12 têtes de bétail. Les animaux étaient encore à moitié sauvages de l'hiver, effrayés par tout, et aucune habileté de conduite ne pouvait les garder tous ensemble quand un bouvillon têtu décida de prendre la fuite. À la tombée de la nuit, l'équipe d'Ethan était épuisée, frustrée, et commençait à se demander si tout ce plan n'était pas un suicide. 12 têtes de bétail, c'est 12% de notre profit, dit Jack d'un air sombre, alors qu'ils établissaient le camp. Nous ne pouvons pas nous permettre d'en perdre autant chaque jour. Nous ne le ferons pas, dit Clara, remuant une marmite de haricots sur le feu. Demain, nous ferons mieux. Le bétail se calmera. Nous trouverons notre rythme. Et si nous ne le faisons pas, alors nous nous adapterons. C'est ce que nous faisons. Elle regarda Ethan, n'est-ce pas? Ethan voulait partager sa confiance, mais le poids de la responsabilité l'écrasait. 12 têtes de bétail perdues le premier jour. À ce rythme, ils arriveraient à Billings avec rien. « Reposez-vous, » dit-il à l'équipe. « Nous partons à la première lueur. » Mais le repos ne vint pas facilement. Tommy souffrait, essayant de le cacher, mais sans succès. Son épaule le lançait à chaque mouvement, et le chaos de la chevauchée de toute la journée avait rouvert une partie de sa blessure. Clara la pensa de nouveau à la lueur du feu, le visage crispé d'inquiétude. « Tu devrais faire demi-tour, » lui dit-elle doucement. « Retourne en ville. Laisse le docteur Martinez s'occuper de ça correctement. »« Pas question, » dit Tommy en serrant les dents. « Je n'abandonne pas. Ce n'est pas abandonner, c'est être intelligent. C'est la même chose. » La voix du gamin se brisa légèrement. « Vous avez tous risqué votre vie pour moi. Je ne vais pas vous abandonner maintenant. » Clara se tourna vers Ethan pour du soutien, mais il secoua simplement la tête. Il comprenait ce que Tommy ressentait. La fierté était parfois tout ce qu'il restait à un homme. Le deuxième jour fut pire. Une tempête de printemps arriva de nulle part. Une pluie verglaçante qui transforma le sol en boue et rendit le bétail encore plus nerveux. Ils perdirent 8 autres têtes lorsque la foudre effraya le troupeau et le dispersa. Il fallut 3 heures pour les rassembler et à ce moment-là, tout le monde était trempé, gelé et en colère. « C'est de la folie, marmonna Pete. On va se tuer ici. »« Alors retourne-toi, » lança Ethan. « Personne ne te force à rester. »« Patron, je ne voulais pas dire... »« Si tu le voulais, et tu as raison, c'est de la folie, mais c'est aussi notre seule option. Alors, soit tu t'y engages, soit tu t'en vas. J'ai fini de discuter. »
Pete parut blessé, mais ne partit pas. Aucun d'eux ne le fit, bien qu'Ethan pût voir le doute grandir dans leurs yeux. Cette nuit-là, Clara le trouva en train de surveiller le troupeau, fixant l'obscurité. « Tu les pousses trop fort, dit-elle doucement. Je pousse tout le monde trop fort, y compris toi. Je peux le supporter. Le peux-tu, Clara? Tu cuisines pour 8 personnes sur un feu ouvert sous une pluie verglaçante. Tu soignes la blessure de Tommy. Tu tiens le compte des provisions. Et tu essaies de me remonter le moral alors que tu devrais te concentrer sur ta propre survie. C'est ce que tu penses que je fais, essayer de te remonter le moral? N'est-ce pas? Clara s'approcha. Je me bats pour notre avenir, Ethan. Pas seulement le tien, le nôtre. Chaque mile que nous parcourons est un mile de plus vers le sauvetage du ranch, vers la construction de quelque chose de réel ensemble. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. Et si nous échouons, et si nous perdons tout le troupeau et arrivons à Billings avec rien, alors nous trouverons autre chose. Mais nous n'échouons pas en essayant. Nous n'échouons qu'en abandonnant. Ethan la serra contre lui, ayant besoin de sa chaleur, de sa certitude. Je ne te mérite pas. Heureusement que je ne demande pas ce que tu mérites. Je choisis ce que je veux. Elle l'embrassa rapidement. Maintenant, va dormir. Demain sera plus difficile. Elle avait raison. Le 3e jour apporta la traversée de la rivière. La Yellowstone était haute et rapide à cause de la fonte des neiges, et il n'y avait aucun moyen de la contourner. Ils devaient faire traverser 200 têtes de bétail sur 100 mètres d'eau tumultueuse, ou perdre des jours à remonter le courant pour trouver un meilleur passage. « Nous devrions attendre, dit Jack, étudiant le courant. Laissez l'eau se calmer. Nous n'avons pas le temps d'attendre, répondit Ethan. Nous sommes déjà en retard. Patron, c'est dangereux. Un faux pas et nous perdons du bétail. Peut-être des hommes. Je connais les risques. Nous traversons aujourd'hui. Ils passèrent 1 heure à se préparer, à attacher solidement l'équipement, à planifier l'itinéraire le plus sûr, à organiser qui mènerait et qui garderait les flancs. Puis Ethan mena son cheval dans l'eau le premier, montrant au bétail que c'était possible. Le froid le frappa comme un marteau. Le courant était plus fort qu'il ne l'avait prévu, tirant sur son cheval, menaçant de les emporter en aval, mais il continua de se battre et atteignit finalement l'autre rive. « Vous voyez, cria-t-il en retour, c'est gérable. » Puis ils commencèrent à faire traverser le bétail. Pour les 50 premières stades, tout se passa bien. Les animaux suivirent les meneurs, nagèrent maladroitement mais régulièrement et atteignirent la rive opposée. Ethan commença à penser qu'ils auraient peut-être de la chance. Puis un bouvillon paniqua au milieu de la rivière, se débattant sauvagement, et soudain 20 têtes de bétail se battaient contre le courant au lieu de nager avec. Les cowboys intervinrent pour aider, mais le chaos se propagea plus vite qu'ils ne pouvaient le contenir. « Reculez !» hurla Jack. « Laissez-les partir !» Mais Tommy ne recula pas. Il fonça droit dans le désordre, essayant d'attraper au lasso un veau qui se noyait. Son cheval perdit pied. Soudain, le cheval et le cavalier étaient sous l'eau, emportés par le courant. Clara cria le nom de Tommy et éperonna son cheval dans la rivière sans réfléchir. Le cœur d'Ethan s'arrêta alors qu'il la regardait combattre le courant, atteindre le gamin, attraper son col juste au moment où il sombrait à nouveau. Pendant un terrible instant, Ethan crut qu'il allait les perdre tous les deux. Puis Jack était là, son lasso volant, attrapant le pommeau de la selle de Clara et les tirant vers le rivage. D'autres cowboys se joignirent à eux, formant une chaîne humaine, tirant jusqu'à ce que tous les trois, Clara, Tommy et le cheval, soient sur la terre ferme. Tommy recracha de l'eau, haletant. Son épaule blessée saignait à nouveau, pire qu'avant. Clara s'effondra à côté de lui, tremblante de froid et d'adrénaline. « Espèce de garçon stupide et courageux, chuchota-t-elle. Tu as failli mourir. »« Mais je ne suis pas mort, » réussit à dire Tommy, « et j'ai sauvé le veau. » Effectivement, le veau se débattait sur le rivage à proximité, vivant, parce qu'un gamin de 15 ans était trop têtu pour le laisser se noyer. Ils perdirent 32 têtes dans cette traversée. Près d'un 5e du troupeau, parti en quelques minutes. Le bétail restant se blottissait sur la rive opposée, traumatisé et épuisé. « C'est fini, » dit Pete catégoriquement. « On ne peut pas se remettre de ça. Même si on arrive à Billings, on n'aura pas assez de bétail pour rembourser le prêt. » Ethan fit le calcul dans sa tête.
Pete avait raison. Ils avaient commencé avec 200. Maintenant, ils étaient à 150. Ils avaient besoin d'au moins 175 pour faire le paiement minimum. On continue, dit-il. Patron, sois raisonnable. J'ai dit qu'on continue. La voix d'Ethan était glaciale. On est à mi-chemin. Faire demi-tour maintenant signifie tout perdre à coup sûr. Au moins, si on continue à pousser, il y a encore une chance. Une chance de quoi? D'arriver fauché et brisé. Une chance de ne pas être l'homme qui a abandonné quand les choses sont devenues difficiles. Ethan regarda chaque membre de l'équipe dans les yeux. Mon père a bâti ce ranch à partir de rien. Il a combattu la sécheresse, les dettes et toutes sortes de difficultés que le Montana pouvait lui infliger. Il n'a jamais abandonné, pas une seule fois. Et je ne déshonorerai pas sa mémoire en étant le fils qui s'est rendu parce que la rivière était trop profonde. L'équipe échangea des regards, puis un par un, ils hochèrent la tête. « Très bien, patron, » dit Jack doucement. « On est avec toi jusqu'à Billings. » Cette nuit-là, ils campèrent de l'autre côté de la Yellowstone. La fièvre de Tommy monta à cause de l'infection de sa blessure. Clara travailla frénétiquement pour la faire baisser, utilisant toutes les herbes et remèdes qu'elle connaissait. Mais à minuit, le gamin était délirant. « Je suis désolé, patron, » marmonna Tommy dans ses rêves fiévreux. « J'ai essayé de tous les sauver. J'ai essayé si fort. »« Je sais, mon fils, » dit Ethan, essuyant le front du gamin avec un linge frais. « Tu as bien fait. Tu as vraiment bien fait. Ne les laisse pas prendre le ranch. Promets-le-moi. Ne les laisse pas le prendre. Je te le promets. » Clara tira Ethan à part. Il a besoin de vrais médicaments, d'un vrai médecin. Si cette infection se propage, la ville la plus proche est à 40 miles au nord. On perdrait 2 jours. Ethan y pourrait mourir. Je sais. La voix d'Ethan se brisa. Je sais, et je prends la pire décision de ma vie en disant que nous ne pouvons pas nous arrêter, parce que si nous perdons ces 2 jours, nous perdons définitivement le ranch. Et alors Tommy aura pris une balle pour rien. Les yeux de Clara se rempliront de larmes. Je déteste ça. Je déteste que tu aies raison. Moi aussi. Ils restèrent avec Tommy toute la nuit, se relayant pour veiller sur le gamin malade et le troupeau agité. Vers 3 heures du matin, la fièvre de Tommy tomba enfin. Il se réveilla faible mais lucide, les regardant avec des yeux fatigués. « On a perdu le troupeau ?» chuchota-t-il. « Pas encore, » dit Ethan, « mais on se bat toujours. Bien, c'est bien. » Tommy referma les yeux. « N'arrête pas de te battre, patronne. Jamais. » Au 5e jour, ils étaient tombés dans un rythme brutal, se réveiller avant l'aube, conduire le bétail jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus faire un pas. Établir le camp, soigner les blessés, dormir quelques heures, répéter. Le paysage était impitoyable. Un terrain rocheux qui déchirait les sabots du bétail, des broussailles épineuses qui coupaient les chevaux, et toujours la conscience qu'il manquait de temps. « Combien de miles aujourd'hui? » demanda Clara le 7e soir. « 18, » rapporta Jack. « On fait en moyenne 16 miles par jour. À ce rythme, on atteindra Billings en 13 jours. »« Le paiement de la banque est dû dans 12 jours, » dit Ethan. « Alors on doit pousser plus fort demain. » Mais le lendemain, ils rencontrèrent un problème qu'ils n'avaient pas anticipé. Une autre transhumance utilisait la même piste, se dirigeant dans la direction opposée. 200 têtes de bétail rencontrèrent 200 têtes allant dans l'autre sens et le chaos éclata. Le contremaître de l'autre équipe arriva furieux. « Vous êtes censé céder le passage à la transhumance vers le nord. C'est la loi de la piste. »« On ne peut pas se permettre de céder, » dit Ethan. « On a un délai. »« Nous aussi. Dégagez votre bétail de la piste ou on passera à travers. » « Sûrement pas. » Les 2 hommes se dévisagèrent tandis que les 2 troupeaux s'agitaient nerveusement. Cela pouvait devenir violent rapidement. Les cowboys des 2 côtés avaient la main sur leurs armes. Puis Clara s'avança, se positionnant entre les 2 contremaîtres. « Messieurs, se battre ne fera avancer aucun troupeau plus vite. Mais si nous travaillons ensemble, partageons la piste. Votre bétail prend le côté ouest, le nôtre prend l'est. Nous nous croisons lentement. Chacun garde son bétail sous contrôle, et nous arrivons tous les 2 à destination sans effusion de sang. » L'autre contremaître la regarda de haut en bas. « Qui êtes-vous? » « Quelqu'un qui est fatigué de voir les hommes résoudre les problèmes avec les poings quand il y a des solutions plus intelligentes. »
La voix de Clara était toujours empreinte de politesse. Avons-nous un accord? Après un moment de tension, le contremaître hocha la tête. Très bien, mais vos gens ont intérêt à contrôler leur troupeau. De même pour vous. Il fallut 3 heures pour faire passer les deux troupeaux, mais le plan de Clara fonctionna. Ils ne perdirent que 2 têtes de bétail dans la confusion. Un miracle compte tenu de la gravité de la situation. Alors que l'autre transhumance disparaissait à l'horizon, Jack sourit à Clara. Patron, quand tout ce sera fini, tu devras en faire officiellement ta partenaire. J'y compte bien, dit Ethan sans quitter Clara des yeux. Au 10e jour, ils fonctionnaient tous sur les réserves. Le bétail était décharné par la dure poussée, les chevaux boitaient, l'épaule de Tommy avait suffisamment guéri pour qu'il puisse travailler, mais il avait perdu du poids et des couleurs. Même Clara semblait épuisée, ses mains à vif à force de cuisiner et ses yeux cernés de fatigue. Mais Billings était proche maintenant, plus que 3 jours. Puis le désastre final frappa. Ils se réveillèrent le 11e jour pour constater que 20 têtes de bétail manquaient, non pas dispersées, mais volées. Les traces étaient claires. Un groupe de voleurs de bétail les avait isolées pendant la nuit et les avait conduites vers le nord pendant que l'équipe épuisée dormait. « Comment n'avons-nous rien entendu? » demanda Pete. « Parce qu'on était morts de fatigue, » dit Jack amèrement. « Ils ont attendu qu'on soit trop épuisés pour monter la garde correctement. » Ethan fixa les traces, faisant le calcul. Ils avaient maintenant 128 têtes. Ils en avaient besoin de 175 pour rembourser le prêt. Même en vendant à des prix élevés, il leur manquerait près de 2000 $. On les poursuit, dit-il. Patron, ils ont 6 heures d'avance. Le temps qu'on les rattrape, on les poursuit, répéta Ethan. Je ne laisserai pas des voleurs prendre ce pourquoi on a saigné. Ethan, sois intelligent, plaida Clara. Si on poursuit les voleurs, on risque de perdre tout le troupeau. Le bétail ne peut pas être laissé sans surveillance. Alors on se sépare. Jack, tu prends 5 hommes et tu continues à faire avancer le troupeau principal vers Billings. Je prendrai 2 hommes et j'irai après les voleurs. C'est du suicide, dit Jack catégoriquement. On ne sait pas combien de voleurs il y a. Ça pourrait être 3, ça pourrait être 10. Je me fiche que ce soit 50. Ce sont mes bêtes, mon ranch, mon avenir. La voix d'Ethan était rauque. Je vais les récupérer. Clara attrapa son bras. Alors je viens avec toi. Non, absolument pas. Tu as besoin de quelqu'un pour surveiller tes arrières et je suis la meilleure tireuse ici après Jack. Ne discute pas avec moi, Ethan Cole. On perd du temps. Il n'y avait pas de temps pour discuter. Ethan choisit Pete et un autre cowboy pour l'accompagner, tandis que Jack prenait le troupeau principal. Le plan était simple. Rattraper les voleurs, récupérer le bétail, rejoindre le troupeau principal avant qu'il n'atteigne Billings. Simple. Impossible. Leur seule option. Ils chevauchèrent durement à travers un pays difficile, suivant des traces que les voleurs n'avaient pas pris la peine de cacher. Ce n'étaient pas des voleurs professionnels, probablement juste des opportunistes qui avaient vu une équipe faible et avaient tenté leur chance. C'était à la fois bon et mauvais. Bon parce que les amateurs faisaient des erreurs. Mauvais parce que les amateurs paniquaient facilement et faisaient des choses stupides et violentes. 6 heures après le début de la poursuite, ils repérèrent les voleurs campés dans un ravin, en train de préparer le petit déjeuner comme s'ils n'avaient pas juste volé le gagne-pain d'un homme. 4 hommes, compta Pete. Et ils sont armés. Nous aussi, dit Ethan. Patron, on devrait attendre la nuit, se faufiler, récupérer le bétail en silence. On n'a pas le temps d'attendre la nuit. On le fait maintenant. Clara toucha son bras. Ethan, foncé tête baissée, en colère. C'est comme ça que les gens meurent. Pete a raison. On attend, on planifie, on gagne intelligemment. Chaque instinct hurlait à Ethan de charger, de reprendre ce qui était à lui par la force et la fureur, mais la certitude calme de Clara traversa la rage. Très bien, dit-il, on attend de la nuit, mais à la seconde où le soleil se couche, on bouge. Ces heures d'attente furent une torture. Ils regardèrent les voleurs rire et manger du bœuf volé, complètement indifférents à l'idée d'être attrapés. Les mains d'Ethan se crispèrent sur son fusil si fort que ses jointures devinrent blanches. « Pourquoi les gens volent-ils » demanda-t-il doucement à Clara. « Pourquoi prendre ce pourquoi quelqu'un d'autre a travaillé? Parce qu'ils sont désespérés ou paresseux, ou qu'ils n'ont jamais appris que l'argent facile coûte toujours tout à quelqu'un d'autre.
Clara le regarda. Mais nous ne sommes pas comme eux. Nous gagnons ce que nous avons. Nous nous battons pour ça. Et c'est pourquoi nous gagnerons. Quand l'obscurité tomba enfin, ils bougèrent. Silencieux comme des ombres, ils encerclèrent le camp. Les voleurs avaient posté une seule garde, mais il était à moitié endormi, ce qui permit à Pete de l'assommer froidement sans un bruit. Puis Ethan entra dans la lumière du feu, le fusil levé, les mains en l'air, doucement. 3 hommes se levèrent en se bousculant, cherchant leurs armes. Ethan tira un coup dans la terre à leurs pieds. Le prochain traverse la chair, à vous de choisir. Ils se figèrent. Qui êtes-vous? Demanda l'un d'eux. L'homme dont vous avez volé le bétail, et je le reprends. On a trouvé ce bétail errant. Trouver, c'est garder. Menteur, vous les avez isolés de mon troupeau pendant qu'on dormait. C'est du vol. Et dans ce territoire, le vol de bétail est passible de pendaison. Le visage du chef des voleurs devint pâle. Attendez une minute. On ne savait pas qu'ils appartenaient à quelqu'un en particulier. La ferme, voici ce qui va se passer. Vous allez vous éloigner de ce camp. Laissez le bétail. Laissez vos armes. Et estimez-vous heureux que je ne vous pende pas ici même. Vous ne pouvez pas faire ça. On a besoin de ces armes pour survivre ici. Vous auriez dû y penser avant de voler des hommes désespérés. La voix d'Ethan était glaciale. Partez maintenant ou je laisse mon équipe décider de ce qu'il advient des voleurs de bétail. Ils partirent. Ethan et son groupe récupérèrent les 20 têtes de bétail et les conduisirent toute la nuit pour rattraper le troupeau principal. À l'aube, ils s'étaient réunis, et Jack sourit réellement en les voyant. « Je te croyais mort, patron. »« Pas encore. » Ethan regarda le troupeau complet. 148 têtes. Toujours pas assez, mais plus proche. À quelle distance de Billings? Une demi-journée de route. On y sera avant la nuit. Ils arrivèrent avec 2 heures d'avance avant le coucher du soleil. Billings surgit des plaines comme une promesse. La civilisation, la sécurité, le terminal ferroviaire qui déterminerait leur avenir. Les mains d'Ethan tremblaient alors qu'il conduisait le bétail dans les enclos près de la gare. Un acheteur de bétail nommé Morrison s'approcha, un presse-papier à la main. « Vous êtes en avance pour la saison. La plupart des transhumances n'arrivent pas avant un mois. »« Nous ne sommes pas la plupart des transhumances, » dit Ethan. « Combien payez-vous par tête? » Morrison inspecta le bétail, notant leur mauvais état. « Ils sont usés par la piste, en sous-poids. Je peux offrir 18 $ par tête. » Ethan calcula rapidement. 148 têtes à 18 $ chacune donnait 2664 $. Pas assez. Ils avaient besoin de 3 000 pour rembourser le prêt et avoir quelque chose en plus. Ils valent 25 $ par tête, contre Ethan. Peut-être en meilleur état, mais ces bêtes ont besoin d'être engraissées. 18, c'est mon offre finale. Clara s'avança. Monsieur Morrison, ce bétail a été conduit sur 300 miles dans des conditions de début de printemps parce que nous sommes assez désespérés pour prendre ce risque. Ce genre de désespoir crée des vendeurs motivés, oui, mais il crée aussi des animaux très motivés. Ce bétail a survécu à une traversée de rivière qui a tué des dizaines d'autres. A survécu aux tempêtes et aux terrains difficiles. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le troupeau le plus robuste que vous verrez cette année. Morrison haussa un sourcil. C'est un sacré argument de vente, madame. Ce n'est pas un argument, c'est la vérité. 23 $ par tête, c'est notre contre-offre. 20. 22 et nous quittons cette négociation sur le champ. Morrison l'étudia, puis regarda le bétail, puis de nouveau elle. Finalement, il hocha la tête. 21, offre finale. Marché conclu. 148 têtes à 21 $ chacune donnait 3108 $, assez pour rembourser le prêt avec 108 $ restants. Il l'avait fait. Il l'avait vraiment fait. Ethan sentit ses genoux faiblir. Clara attrapa son bras, le maintenant stable, et quand il regarda son visage, il vit des larmes couler sur ses joues. « On a gagné », chuchota-t-elle. « On les a tous battus. La banque, les voleurs, la rivière, tout. On a gagné. » L'équipe éclata en célébration, poussant des cris de joie et se tapant dans le dos. Tommy, le courageux et insensé Tommy, qui avait pris une balle et failli se noyer, pleurait ouvertement. Jack souriait si largement que ça semblait douloureux. Mais Ethan ne pouvait que fixer Clara.
Cette femme qui était entrée dans sa vie comme une étrangère et était devenue son tout, qui s'était battue à ses côtés, avait cru en lui, l'avait sauvé de toutes les manières qui comptaient. Épouse-moi, dit-il. Clara cligna des yeux. Quoi? Épouse-moi, ici même à Billings, avant que nous ne retournions au ranch. Je ne veux pas attendre un jour de plus pour faire de toi ma partenaire en tout. Ethan Cole, c'est la pire demande en mariage que j'ai jamais entendue. C'est la seule que j'ai. Clara rit à travers ses larmes. Alors oui, espèce d'homme têtu, impossible, merveilleux, je t'épouserai. Et là, dans les enclos à bétail poussiéreux de Billings, Montana, entouré de cow-boys épuisés et de bétail beuglant, Ethan embrassa la femme qui avait sauvé sa vie, son ranch et son âme. Demain, ils trouveraient un prêtre. Demain, ils enverraient le paiement à la banque par fil. Demain, ils commenceraient le long voyage de retour pour reconstruire ce qu'ils avaient failli perdre. Mais ce soir, ils célébraient parce qu'ils l'avaient mérité. Ils trouvèrent un prêtre le lendemain matin dans une petite église à la périphérie de Billings. Le révérend Thompson était un homme âgé aux yeux bienveillants qui ne posa pas de questions quand Ethan et Clara se présentèrent, poussiéreux de la piste, demandant une cérémonie immédiate. « Vous deux, on dirait que vous avez traversé une guerre, observa-t-il. « Quelque chose comme ça, dit Ethan. Pouvez-vous nous marier aujourd'hui? »« Je pourrais, mais le mariage est une alliance sacrée, mon fils. Pas quelque chose dans lequel se précipiter parce que vous êtes plein d'argent du bétail et reconnaissant d'être en vie. » Clara s'avança. « Révérend, je connais cet homme depuis 2 mois. Pendant ce temps, je l'ai vu tout risquer pour protéger des gens qu'il connaissait à peine. Je l'ai vu choisir la justice plutôt que le profit, la loyauté plutôt que la sécurité et l'amour plutôt que la fierté. J'en sais plus sur son caractère en 2 mois que la plupart des gens n'en apprennent sur leur conjoint en 2 ans. Alors, oui, nous nous précipitons, mais nous ne sommes pas irréfléchis. » Le révérend étudia son visage, puis celui d'Ethan, puis sourit. « Eh bien, alors, marions-vous avant que vous ne changiez d'avis. » La cérémonie fut simple, l'équipe se tenait en tant que témoin, portant encore des vêtements usés par la piste, sentant le bétail et la poussière. Tommy tenait les alliances qu'ils avaient achetées ce matin-là avec une partie de leur argent restant. De simples anneaux d'or qui coûtaient plus cher qu'ils n'auraient dû, mais qui semblaient nécessaires. Quand le révérend Thompson dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Ethan attira Clara près de lui et l'embrassa comme s'ils avaient tout le temps du monde, même s'ils ne l'avaient pas. « Madame Cole », chuchota-t-il contre ses lèvres. « Monsieur Cole », chuchota-t-elle en retour. Jack poussa un cri de joie. Le reste de l'équipe se joignit à lui et, pour un instant parfait, tout était bien. Puis ils durent faire face à la réalité. Le bureau du télégraphe fut leur premier arrêt après la cérémonie. Ethan envoya le fil à la banque de Blackwell avec des mains tremblantes, transférant 3 000 $ pour rembourser le prêt en totalité. L'opérateur confirma la réception et donna à Ethan un reçu tamponné comme preuve de paiement. C'est tout. Ethan fixa le papier. 3 000 $ et c'est fait. C'est comme ça que la banque fonctionne, mon fils. Tu dois de l'argent, tu payes, la dette disparaît. L'opérateur jeta un coup d'œil à Clara. Félicitations pour le mariage, au fait. Votre femme a de bonnes compétences en négociation. J'ai entendu dire comment elle a fait monter le prix du bétail avec Morrison. Elle a beaucoup de compétences, dit Ethan, serrant la main de Clara. Ils sortirent du bureau du télégraphe et se tinrent dans la rue, se regardant comme s'ils ne pouvaient pas tout à fait croire ce qu'ils avaient accompli. On l'a fait, dit Clara. On l'a vraiment fait. On a fait plus que ça. On s'est mariés. On a commencé une toute nouvelle vie. Ethan la serra contre lui. Madame Cole, que voulez-vous faire du reste de notre premier jour en tant que mari et femme? Je veux rentrer à la maison. Je veux voir Silver Ridge et commencer à reconstruire tout ce que nous avons laissé derrière nous. C'est un voyage de 3 semaines pour rentrer. Alors on ferait mieux de commencer. Mais avant qu'ils ne puissent en quitter Billings, ils avaient une dernière affaire à régler. Jack s'approcha d'Ethan cet après-midi-là avec une expression sérieuse. « Patron, on doit parler de l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? » « Eh bien, on vient de terminer la transhumance la plus difficile que l'un de nous ait jamais faite. On a perdu du bétail, on a failli se noyer, on a combattu des voleurs, on s'est poussé à bout. Les hommes sont épuisés et certains se demandent s'ils veulent en retourner au ranch ou prendre leur paye
et trouver un travail plus facile. La poitrine d'Ethan se serra. Ils veulent partir. Ils veulent savoir ce que tu leur offres s'ils restent. On est venu sur cette transhumance parce qu'on te le devait, mais cette dette est payée maintenant. S'ils doivent s'engager à reconstruire Silver Ridge, ils ont besoin de savoir que ça en vaut la peine. C'était une question juste. Ethan rassembla l'équipe ce soir-là et exposa la vérité. Je ne peux pas vous payer beaucoup en ce moment. Après le paiement du prêt et l'achat de fournitures pour le voyage de retour, il me reste environ 60 dollars. Ce n'est pas assez pour des salaires corrects, mais voici ce que je peux offrir. Une participation dans le ranch. Pas la propriété. Je ne suis pas prêt à y renoncer. Mais un accord de participation aux bénéfices. Quand on vendra du bétail, vous aurez un pourcentage. Quand le ranch grandira, vous grandirez avec lui. Vous serez des partenaires, pas seulement des employés. Les hommes échangèrent des regards. Pete parla le premier. Quel pourcentage? 5% chacun pour l'équipe de base. Plus si vous restez 5 ans ou plus. Ce n'est pas beaucoup, dit l'un des cow-boys. Non, ce n'est pas beaucoup, mais c'est honnête, et c'est une chance de construire quelque chose ensemble au lieu de simplement travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Ethan regarda chaque homme. Je ne vais pas mentir et dire que le ranch vous rendra riche, mais je vous promets que chaque personne qui restera sera traitée comme de la famille, comme quelqu'un qui compte. Ça vaut quelque chose. Tommy se leva, son épaule blessée toujours bandée. Je reste, je n'ai même pas à y penser. Jack hocha la tête. Moi aussi, je suis trop vieux pour recommencer ailleurs de toute façon. Un par un, les autres s'engagèrent. Pas tous. 2 cowboys décidèrent de prendre leur paie et de partir. Pas moi, pas partir, ce qui était leur droit. Mais 6 hommes restèrent. 6 hommes qui s'étaient battus aux côtés d'Ethan et de Clara et avaient gagné le droit d'aider à reconstruire. Merci, dit Ethan, sa voix rauque d'émotion. Vous ne le regretterez pas. On a intérêt, dit Pete avec un sourire. Parce qu'on vient de refuser des emplois payés pour travailler pour un homme qui a 60 dollars à son nom. 68 dollars, corrigea Clara. J'ai économisé mon salaire de cuisinière. Les hommes rirent et la tension se brisa. Ils quittèrent Billings le lendemain matin, voyageant léger sans bétail pour les ralentir. Le voyage de retour aurait dû être plus facile, mais Ethan ne pouvait pas se défaire d'un sentiment croissant d'appréhension. Et s'il revenait pour trouver le ranch détruit au-delà de toute réparation? Et si Blackwell avait déjà commencé les procédures de saisie avant l'arrivée du fil? Et si tout ce pourquoi il s'était battu avait disparu? Tu t'inquiètes encore, dit Clara, chevauchant à ses côtés. Comment le sais-tu? Parce que tu as cette ride juste ici. Elle se pencha et toucha l'espace entre ses sourcils. Quand tu réfléchis trop à des choses que tu ne peux pas contrôler. Je ne peux pas m'en empêcher. On a laissé le ranch endommagé et sans défense. N'importe quoi aurait pu arriver en 3 semaines, où rien n'est arrivé, où les choses se sont améliorées. Tu ne le sauras pas tant qu'on ne sera pas là. Alors, arrête de te torturer avec des possibilités. Facile à dire pour toi. Tu es naturellement optimiste. Clara rit. Ethan, j'ai passé 2 ans à fuir un homme qui voulait ma mort. Je ne suis pas optimiste. Je suis juste pratique. S'inquiéter ne change pas les résultats. Ça rend juste le voyage plus difficile. Comment es-tu devenu si sage? J'ai épousé un rancher têtu qui m'a appris que se battre pour quelque chose est mieux que de se cacher de tout. Ils firent une bonne route sans bétail, parcourant 25 miles par jour. À la fin de la première semaine, ils avaient retraversé la Yellowstone, beaucoup plus calme maintenant, et étaient profondément dans le territoire du Montana. Le paysage semblait différent, plus vert, plus vivant. Ou peut-être qu'Ethan le voyait simplement avec des yeux différents. Le 8e jour, ils rencontrèrent un problème. Un groupe de colons avait construit une cabane juste en travers de ce qui était autrefois un pâturage ouvert, bloquant la piste traditionnelle. Vous devrez faire le tour, dit le colon quand Ethan s'approcha. C'est une propriété privée maintenant. On a déposé une demande auprès du bureau territorial. C'était un pâturage ouvert le mois dernier, dit Ethan. Plus maintenant, les choses changent. Le territoire se remplit. Vous, les cowboys, vous allez devoir l'accepter. Ethan voulait argumenter, voulait expliquer que bloquer les pistes nuisait à tout le monde. Mais Clara toucha son bras. Ça ne vaut pas la peine de se battre. On fera le tour. Mais c'est le principe.
Le principe, c'est qu'on a de plus gros soucis qu'un colon têtu. Laisse tomber. Ethan laissa tomber, mais la rencontre le dérangea. L'Ouest changeait. Le pâturage ouvert avec lequel il avait grandi disparaissait. Bientôt, il y aurait des clôtures, des lignes de propriété et des gens qui ne comprendraient jamais ce que signifiait se battre pour la terre au lieu de simplement remplir des papiers pour l'obtenir. Tu es silencieux, dit Clara ce soir-là alors qu'ils établissaient le camp. Je pense juste à l'avenir, à quel point il sera différent. Différent ne veut pas dire pire. Peut-être pas, mais ça veut dire plus difficile. Plus de concurrence, plus de règles, plus de gens qui ne comprennent rien à l'élevage disant aux éleveurs comment faire. Clara attisa le feu en voyant des étincelles dans le ciel nocturne. Alors on s'adapte. On trouve comment faire fonctionner Silver Ridge dans le Nouvel-Ouest au lieu de s'accrocher à l'ancien. C'est ce que font les survivants. C'est ce que nous sommes, des survivants. On est plus que ça. On est des bâtisseurs. Elle le regarda à travers les flammes. On a survécu à Crow. On a survécu à la transhumance. On a survécu à chaque chose impossible qui aurait dû nous briser. Maintenant, on peut construire quelque chose de beau à partir de toute cette douleur. Ethan contourna le feu et la serra contre lui. « Je t'aime, Clara Cole. Je t'aime aussi. Maintenant, arrête de broyer du noir et aide-moi à décider ce qu'on cuisine pour le petit déjeuner demain. » On est presque à court de haricots. Le 15e jour du voyage de retour, ils franchirent une colline et virent le ranch de Silver Ridge s'étendre en contrebas. Le souffle d'Ethan se coupa. La grange était toujours détruite, juste une fondation noircie et des poutres calcinées. Mais quelqu'un avait déblayé les débris et empilé le bois récupérable en piles nettes. La maison principale avait de nouvelles planches sur les fenêtres brisées. Le corral avait été réparé et de la fumée s'élevait de la cheminée de la cuisine. « Quelqu'un est passé par là, » dit Jack, la main se déplaçant vers son fusil. Ils entrèrent prudemment, prêts à tout. Ce qu'ils trouvèrent, c'était Elizabeth, l'amie journaliste de Clara, assise sur le porche avec une tasse de café. « Vous en avez mis du temps, » cria-t-elle. « Ça fait 3 jours que je vous attends. » Clara descendit de cheval et courut l'embrasser. « Qu'est-ce que tu fais ici? » « J'apporte de bonnes nouvelles et j'aide à nettoyer ce désastre de ranch. » Elizabeth tendit une enveloppe à Ethan. « Ceci vient du gouvernement fédéral. Récompense pour votre aide à la capture de Nathaniel Crow. Ce n'est pas la totalité des 10 000. Ça ne viendra qu'après le procès. Mais ils ont autorisé un paiement anticipé pour les témoins qui ont coopéré. » Ethan ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 2 000 $. « 2 000 $, chuchota-t-il. C'est assez pour reconstruire la grange, acheter du nouveau matériel, faire des réserves pour l'hiver. C'est assez pour donner à Silver Ridge une vraie seconde chance, corrigea Elizabeth. Ce que vous méritez tous les deux. Elle sourit à Clara. J'ai aussi apporté autre chose. Des lettres des femmes que tu as sauvées. Elles voulaient que tu saches qu'elles vont bien. Certaines ont trouvé du travail. D'autres ont retrouvé leur famille. Toutes sont libres parce que tu as eu le courage de parler. Clara prit les lettres avec des larmes coulant sur son visage. Je ne les ai pas sauvées. Les Marshalls l'ont fait. Les Marshalls ont agi parce que tu leur as donné les informations dont ils avaient besoin. Tu as tout commencé, Clara. Assume-le. Cette nuit-là, l'équipe célébra son retour comme il se doit. Elizabeth avait réussi à se procurer une caisse de bon whisky et assez de nourriture pour faire un vrai festin. Ils mangèrent, burent et racontèrent des histoires sur la transhumance jusqu'à ce que tout le monde soit enroué à force de rire. « À Tommy, » dit Jack en levant son verre. « Le gamin qui a pris une balle et a failli se noyer, mais a quand même sauvé un veau. » À Pete, contre Tommy, qui s'est plaint pendant toute la transhumance mais n'a jamais abandonné. « À Clara, » dit Ethan doucement, qui nous a tous sauvés de plus de manières que je ne peux compter. Clara se leva, un verre à la main. « Non, à nous tous, parce qu'on a fait ça ensemble. Chaque mal impossible, chaque décision terrible, chaque moment où on pensait qu'on allait échouer, mais on a continué quand même. C'est ce que font les familles. Elles se battent les unes pour les autres. Et vous êtes ma famille maintenant. » Les hommes applaudirent. Même Elizabeth semblait touchée. Plus tard, après que tout le monde soit allé se coucher, Ethan et Clara se tinrent ensemble sur le porche, regardant leur ranch abîmé, mais pas brisé. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? »
demanda Clara. Maintenant, on reconstruit. Lentement, prudemment, on répare ce qui est cassé et on renforce ce qui est faible. Je parlais de nous. Qu'est-ce qui se passe avec notre mariage, notre vie ensemble? Ethan se tourna pour lui faire face. Je veux construire quelque chose qui dure. Pas seulement le ranch, mais nous. Je veux des enfants un jour. Je veux voir Tommy devenir un homme et aider Jack à prendre une retraite confortable. Je veux transformer cet endroit dans quelque chose dont nous serons fiers. C'est beaucoup de désir. Ça l'est. Mais pour la première fois depuis des années, je crois vraiment qu'ils sont possibles. Il prit ses mains. Clara, je ne vais pas être un homme facile à marier. Je suis têtu et fier, et je prends de terribles décisions quand j'ai peur. Je sais, j'ai déjà vu tout ça. Mais je me battrai pour toi chaque jour. Je te choisirai avant la fierté, avant la peur, avant chaque instinct que mon père m'a appris sur le fait de ne jamais faire confiance aux gens. Tu es ma partenaire en tout maintenant, et je prends ça au sérieux. Clara sourit. Bien, parce que je compte bien te tenir à cette promesse. Ils s'embrassèrent sous les étoiles du Montana. Deux personnes qui avaient été brisées par leur passé, mais qui refusaient de laisser cette brisure définir leur avenir. Le lendemain matin, ils commencèrent à reconstruire. L'équipe déblaya complètement les fondations de la grange, se préparant à une nouvelle construction. Ethan se rendit en ville pour commander du bois et des fournitures en utilisant une partie de l'argent de la récompense. Clara réorganisa la cuisine et commença à planter un jardin 3 fois plus grand que le premier. À midi, un cavalier apparut avec un autre télégramme. L'estomac d'Ethan se noua quand il vit qu'il venait de la banque de Blackwell. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes, s'attendant à plus de menaces, plus de demandes. Au lieu de cela, c'était une simple confirmation de réception que le prêt avait été payé en totalité et que le privilège sur le ranch de Silver Ridge était officiellement levé. « C'est fini, dit-il en fixant le papier. La dette bancaire est officiellement terminée. » Clara lut par-dessus son épaule. « On est libre. On est libre. » Ils célébrèrent tranquillement, juste tous les deux assis sur les marches du porche, laissant la réalité s'installer. Plus de dettes, plus de Blackwell tenant le ranch en otage. Plus de mesures désespérées et de délais impossibles. Juste le travail dur et honnête de construire une vie ensemble. Au cours des mois suivants, Silver Ridge se transforma. La nouvelle grange s'éleva des cendres, plus grande et plus solide que l'ancienne. La maison reçut des réparations appropriées, y compris des fenêtres en verre et une porte réparée. Le jardin de Clara prospéra, fournissant des légumes frais à l'équipe. Tommy apprit à travailler malgré son épaule cicatrisée, devenant l'un des meilleurs au lasso du ranch. Jack enseigna aux nouveaux cowboys tout ce qu'ils savaient sur l'élevage, établissant des traditions qui leur survivraient à tous. Et Clara et Ethan construisirent un mariage basé sur la confiance, l'honnêteté et la connaissance qu'ils avaient survécu au pire ensemble et en étaient sortis plus forts. 6 mois après la transhumance, Elizabeth revint avec les dernières nouvelles. Crow avait été reconnu coupable de toutes les accusations. La récompense complète serait versée dans le mois. Les filles qu'il avait trafiquées avaient témoigné courageusement, voyant la justice enfin rendue. « C'est vraiment fini, » dit Clara quand Elizabeth partit. Tout, la fuite, la peur, le fait de regarder par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que ça fait? J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. Elle regarda Ethan. J'ai l'impression de pouvoir enfin être juste Clara Cole, femme de rancher, au lieu de Clara Bennett, femme en fuite. Je préfère Clara Cole de toute façon. Moi aussi. L'hiver arriva au Montana, rude et magnifique. L'équipe s'installa pour les longs mois froids, racontant des histoires et planifiant le printemps. Et le matin de Noël, Clara annonça à Ethan qu'ils allaient avoir un bébé. Il la fixa, sans voix. « Dis quelque chose, » l'incita-t-elle. « Je ne sais pas quoi dire. Je suis terrifiée, excitée et complètement pas préparée. » Clara rit. « Bien, ça veut dire que tu vas essayer de comprendre, comme tout le reste que nous avons fait. » Le bébé, une fille qu'ils nommèrent Grace, arriva à la fin de l'été, en bonne santé, bruyante et parfaite. Tommy insista pour être son grand frère honoraire. Jack lui sculpta un berceau dans du bois de grange récupéré. L'équipe la traita comme une princesse qui avait hérité d'un royaume fait de terre du Montana et de loyauté de cow-boy. Et Ethan, tenant sa fille pour la première fois,
comprit enfin ce que son père avait mal compris toutes ces années. La terre était importante, le ranch comptait, mais les gens, les bonnes personnes, étaient ce qui rendait tout cela digne d'être défendu. Des années plus tard, quand Grace fut assez grande pour poser des questions, elle s'asseyait sur le porche avec ses parents et écoutait des histoires sur la transhumance qui sauva Silver Ridge, sur la femme qui vint pour cuisiner et resta pour construire une famille, sur le cowboy qui apprit à faire confiance à nouveau. Et ils vécurent heureux pour toujours? Demandait Grace. Non, corrigeait doucement Clara. Nous avons vécu pleinement pour toujours, heureux et tristes, effrayés et courageux, et tout ce qu'il y a entre les deux. Parce que c'est ça, la vraie vie. Mais vous êtes restés ensemble. Nous sommes restés ensemble, confirmait Ethan, à travers tout. C'est la partie la plus importante. Et c'était vrai. À travers la sécheresse et la prospérité, à travers les difficultés et les triomphes, à travers chaque défi que le Montana pouvait leur lancer, Ethan et Clara Cole construisirent quelque chose qui dura. Pas parce que c'était facile, pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils se choisissaient chaque jour et se battaient pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. Le ranch de Silver Ridge devint l'une des exploitations les plus respectées du territoire du Montana. L'équipe qui avait tout risqué lors de cette transhumance désespérée devint la fondation de quelque chose de plus grand que ce qu'aucun d'entre eux n'avait imaginé. Et l'histoire d'amour qui commença avec une grange brûlée et une femme avec des secrets devint le genre de légende que les cowboys racontaient autour des feux de camp pendant des générations. Parce qu'en fin de compte, les plus grandes choses de la vie ne sont pas construites sur la certitude, la sécurité ou des circonstances parfaites. Elles sont construites sur le courage, l'engagement et la volonté de se battre pour ce qui compte le plus. Même quand les chances disent que vous échouerez, même quand le choix sage est de s'en aller, même quand faire confiance à quelqu'un semble la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire. Ethan Cole a appris cette leçon d'une femme qui est arrivée avec une seule valise et est restée pour devenir son monde entier. Et ensemble, ils ont prouvé que les meilleures fins ne sont que le début de quelque chose d'encore plus grand.